Incroyable. Elle avait demandé que ce soit rapide, sans imaginer ce qui allait suivre. Il s'approcha, la regarda dans les yeux et dit d'une voix ferme « Tourne-toi, je vais commencer doucement. » Et rien ne fut plus pareil cette nuit-là. Abonne-toi à cette chaîne, laisse ton commentaire, nous publions des vidéos comme celle-ci tous les jours. Continuons. L'odeur du pain fraîchement cuit se mêlait à la sueur et à la fatigue d'une nouvelle journée qui commençait avant même le lever du soleil. Marine essuyait ses mains sur son tablier taché de farine, tandis qu'elle observait, à travers la vitrine embuée de la boulangerie, les rues encore désertes du quartier de Belleville dans l'est de Paris. Il était 5h30 du matin, et elle était déjà là depuis plus d'une heure, aidant M. Gauthier à préparer les premiers pains du jour. Elle avait 24 ans, mais le poids sur ses épaules semblait être celui de quelqu'un qui avait déjà vécu 2 vies entières. Ses cheveux châtains, toujours attachés en un simple chignon, révélaient un visage aux traits délicats qu'elle se permettait rarement d'observer dans le miroir. Il n'y avait pas de temps pour la vanité quand sa mère l'attendait à la maison, fragilisée par la maladie qui consumait non seulement son corps, mais aussi toutes les économies que Marine parvenait à économiser. Madame Célia n'avait que 52 ans, mais le cancer du sein découvert trop tard lui donnait l'air d'avoir le double de son âge. Les traitements étaient chers, les consultations interminables, les médicaments un luxe que Marine payait avec des heures supplémentaires et des rêves reportés. Son père était parti quand elle avait 12 ans, ne laissant que le souvenir de promesses vides et de factures à payer. Marine servait les premiers clients avec le sourire poli qu'elle avait appris à maintenir même les jours les plus difficiles. Monsieur Gauthier était un bon patron, dans les limites permises par un petit commerce. Il payait à temps, ne la surchargeait pas au-delà du supportable et, de temps en temps, la laissait emporter les pains de la veille. C'était plus que ce que beaucoup obtenaient dans la région. Ce jeudi matin, tandis qu'elle emballait des pains au sel pour Madame Irène, la retraitée bavarde de l'immeuble du coin, Marine prêtait à peine attention à la conversation qui se déroulait à côté. 2 femmes d'âge moyen, vêtues d'uniformes de femmes de ménage, commentaient une connaissance. « Valérie n'a pas tenu 3 mois, disait l'une d'elles, une dame noire aux yeux fatigués. Elle dit que le patron est un homme difficile, fermé, qui parle à peine à quiconque, et Madame Marlène, celle qui commande tout là-bas, est pire encore. Froide comme la glace. Mais le salaire est bon, n'est-ce pas ? Demanda l'autre, intéressé. Bon ? Excellent. Presque le double de ce qui se paie habituellement. Mais ça ne sert à rien si la personne ne supporte pas l'ambiance. Valérie dit que cette maison de maître ressemble à un tombeau. Tout est silencieux, tout est contrôlé, tout est mort. Marine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Le double du salaire. Cela signifierait pouvoir payer une meilleure mutuelle pour sa mère, peut-être même ce nouveau traitement que le médecin avait mentionné. Ses doigts tremblèrent légèrement en rendant la monnaie à Madame Irène. « Et ils ont dit qu'ils allaient ouvrir un autre poste, » continua la première femme. « Mais qui voudra travailler là-bas? Tout le monde sait que personne ne reste. »« Laisse-moi noter l'adresse pour ma nièce, » dit l'autre. « Elle en a besoin, la pauvre. » Marine s'approcha du comptoir, essuyant ses mains sur son tablier. Sa voix sortit plus basse qu'elle ne l'avait voulu. « Excusez-moi, ce poste, vous savez comment postuler ?» Les 2 femmes la regardèrent avec un mélange de surprise et de ce qui ressemblait à de la pitié. La plus âgée soupira. « Ma petite, ne te mêle pas de ça. Tu as l'air d'être une bonne jeune femme, sérieuse. Cet endroit va te détruire. »« Je dois essayer, » insista Marine, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit céder la femme. Elle nota l'adresse sur une serviette en papier et expliqua que les entretiens auraient lieu cet après-midi-là, à 3 heures. C'était dans le quartier de Neuilly-sur-Seine, un monde complètement différent du sien. Marine glissa le papier dans la poche de son tablier comme si c'était un billet de loterie gagnant. Le reste de la matinée passa dans un flou. Monsieur Gauthier remarqua qu'elle était distraite, mais ne fit aucun commentaire. À 14 heures, Marine demanda à partir plus tôt, inventa un rendez-vous médical pour sa mère et courut chez elle pour se préparer. L'appartement de 2 pièces qu'elle partageait avec Madame Célia se trouvait au 5e étage d'un immeuble sans ascenseur, avec des murs qui semblaient absorber tous les rêves de ceux qui y vivaient. Marine trouva sa mère endormie sur le canapé-lit du salon, la télévision allumée sur un vieux feuilleton. Elle toucha doucement son visage pâle, sentant la texture,
fine de la peau qui semblait chaque jour plus fragile. « Je sors un instant, maman, » murmura-t-elle, même si elle savait qu'elle ne se réveillerait pas. Les médicaments du matin la rendaient toujours somnolente. Dans la minuscule chambre qui pouvait à peine contenir un lit simple et une armoire en contreplaqué, Marine choisit la meilleure tenue qu'elle possédait. Un pantalon noir qui n'était plus si noir et un chemisier blanc à manches longues qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Elle appliqua un rouge à lèvres rose pâle, le seul qu'elle possédait, attacha ses cheveux avec soin et se regarda dans le miroir fissuré de la porte de l'armoire. Pendant un instant, elle se permit d'imaginer une vie différente, une vie où elle n'aurait pas à compter les centimes, où elle pourrait acheter les meilleurs médicaments pour sa mère sans avoir à choisir entre la nourriture et les médicaments. Une vie où elle-même pourrait peut-être rêver d'autre chose que de la simple survie. Elle secoua la tête, chassant les pensées inutiles. Les rêves ne payaient pas les factures. Le travail acharné, oui. Le trajet en bus jusqu'à Neuilly-sur-Seine dura presque 2 heures, avec 2 correspondances et un parcours qui montrait les couches inégales de la ville comme on feuillette un livre de contrastes. Marine descendit sur l'avenue Charles de Gaulle et marcha dans les rues arborées, se sentant de plus en plus déplacée parmi les voitures importées, les boutiques de créateurs et les gens qui semblaient vivre dans une réalité parallèle. L'adresse la mena à une rue tranquille, où chaque maison semblait un palais. Mais aucune ne se comparait à la maison de maître du numéro 342. Un portail en fer forgé, si haut que Marine dut pencher la tête pour en voir le sommet, protégeait une propriété qui s'étendait sur tout le pâté de maisons. À travers les grilles, elle pouvait voir un jardin impeccable, avec des arbres anciens et un chemin de pierre qui menait à une imposante construction de 3 étages, avec d'énormes fenêtres et une architecture qui mélangeait le classique et le moderne. Marine sonna à l'interphone, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'on ne l'entende de l'autre côté. Une voix féminine, froide et impersonnelle, répondit. « Oui ? Bonjour, je suis venu pour l'entretien d'embauche. » Il y eut une pause, puis un clic, et le portail commença à s'ouvrir lentement, comme la gueule d'un géant de métal. Marine inspira profondément et entra, chaque pas sur le chemin de pierre résonnant trop fort, au milieu du silence oppressant de cet endroit. La porte principale s'ouvrit avant même qu'elle n'y parvienne. Une femme d'une 50aine d'années apparut dans l'embrasure, et Marine sut immédiatement que c'était Madame Marlène dont on avait parlé à la boulangerie. Elle avait des cheveux blonds platine, attachés en un chignon strict, portait un tailleur gris impeccable, et avait des yeux bleus qui semblaient voir à travers les gens et trouver tous leurs défauts. « Vous êtes à l'heure, » dit la femme, comme si cela était à la fois surprenant et suspect. « Entrez. » L'intérieur de la maison de maître était encore plus impressionnant que l'extérieur. Le hall d'entrée avait un plafond très haut, avec un lustre en cristal qui devait coûter plus que ce que Marine gagnerait en des années de travail. Le sol était en marbre blanc, si poli qu'il reflétait comme un miroir. Il y avait des œuvres d'art sur les murs, des meubles qui semblaient très anciens et précieux, et un escalier courbe qui menait aux étages supérieurs. Marine se sentit immédiatement inadéquate, comme une tache d'encre sur une toile parfaite. « Je suis Marlène Dubois, administratrice de cette résidence », se présenta la femme, sans offrir la main. « Depuis combien de temps travaillez-vous comme femme de ménage ?»« En fait, je travaille dans une boulangerie », commença Marine, mais elle fut interrompue. « Boulangerie ?» Le sourcil parfaitement dessiné de Marlène se haussa. « C'est une résidence de haut standing, ma petite. Ce n'est pas n'importe qui peut travailler ici. Vous avez des références? Une expérience dans des maisons familiales? J'aide à prendre soin de ma mère malade. Je sais nettoyer, cuisiner, organiser. Je suis responsable et j'apprends vite, dit Marine, essayant de garder la voix ferme. J'ai vraiment besoin de cet emploi. Tout le monde en a besoin, répondit Marlène avec un soupir fatigué. Mais tout le monde ne convient pas. Venez, je vais vous montrer la maison et vous expliquer ce que nous attendons de ceux qui travaillent ici. La visite de la maison de maître fut une expérience accablante. Il y avait un salon de la taille de tout l'appartement de Marine, une salle à manger formelle avec une table pouvant accueillir 20 personnes, une bibliothèque avec des étagères allant du sol au plafond remplies de livres qui ne semblaient jamais avoir été touchés. La cuisine était un rêve équipé d'appareils que Marine ne savait même pas qu'ils existaient.
Il y avait une salle de cinéma, une cave à vin climatisée, une salle de sport complète, une piscine couverte et chauffée. Et sur tout cela planait un silence lourd, presque suffocant. Comme si la maison n'attendait que d'engloutir tout signe de vie qui oserait la perturber. « Monsieur Romain Dubois habite au 3e étage », expliqua Marlène tandis qu'elle montait l'escalier principal. « Il est très réservé et valorise extrêmement sa vie privée. Vous ne devez pas monter au 3e étage à moins que ce ne soit strictement nécessaire et autorisé. Vous ne devez pas poser de questions personnelles. Vous ne devez pas essayer de lui parler. Vous ne devez pas le regarder directement à moins qu'il ne s'adresse à vous en premier. Est-ce clair sur ce point ?» Marine hocha la tête, sentant un frisson parcourir son échine. Qui était cet homme qui vivait entouré de tant d'opulence et de tant de solitude? La dernière employée n'a pas compris l'importance de ces règles, continua Marlène, d'un ton qui laissait entendre le sort de cette personne. Elle a essayé d'être trop sympathique, de se lier d'amitié. Monsieur Romain n'a pas besoin d'amis parmi les employés. Il a besoin de professionnels efficaces et discrets. « Je comprends », murmura Marine. « Vos fonctions seront d'aider à l'entretien général de la maison, de préparer quelques repas si demandés, de s'occuper de la buanderie et de veiller à ce que tout soit toujours impeccable, » énuméra Marlène. « L'emploi est du lundi au samedi, de 7 heures du matin à 16 heures, avec 1 heure de déjeuner. Le salaire est de 6 000 € par mois, plus le titre de transport et le titre restaurant. » Marine sentit ses jambes flageoler. 6 000 €. C'était presque 3 fois ce qu'elle gagnait à la boulangerie. C'était la différence entre voir sa mère dépérir et pouvoir lui offrir une vraie chance de se battre. « Quand puis-je commencer ?» Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse mieux réfléchir. Marlène la regarda avec ses yeux de glace, évaluant, mesurant, calculant. « Vous n'avez pas l'air du genre à causer des problèmes, » dit-elle finalement. « Et Dieu sait que je suis fatiguée de chercher. Vous pouvez commencer lundi, 7 heures pile, pas 1 minute de retard. Voici le contrat de travail. Lisez-le attentivement et apportez-le signé le premier jour. » Marine prit l'enveloppe que Marlène lui tendait avec des mains tremblantes. « Merci beaucoup. Vous ne le regretterez pas. »« J'espère que non, » répondit Marlène, la reconduisant déjà vers la sortie. « Une dernière chose. Monsieur Romain a traversé des situations difficiles ces dernières années. Ce n'est pas une personne facile à vivre. Si vous êtes intelligente, vous ferez votre travail sans attirer l'attention. Si vous êtes stupide, vous tenterez de vous rapprocher de lui d'une manière ou d'une autre. Et là, je m'assurerai personnellement que vous le payiez. » Ce n'était pas une menace voilée. C'était une promesse claire et directe. Marine quitta la maison de maître avec le contrat en main et le cœur partagé entre l'espoir et la peur. Dans le bus du retour, elle lut chaque ligne du document, chaque clause, chaque obligation. Tout était là, noir sur blanc. Un travail qui pourrait changer sa vie et la vie de sa mère. Quand elle arriva chez elle, Madame Célia était réveillée, regardant une émission de cuisine à la télévision. Ses yeux s'illuminèrent en voyant sa fille. « Comment s'est passée la consultation, ma fille ?» Marine s'assit à côté d'elle sur le canapé, prit sa main fragile et sourit. « Maman, j'ai trouvé un nouvel emploi. Un bon emploi, qui paie bien. » Ah, Marine, les yeux de sa mère se remplirent de larmes. « Tu es ma bénédiction, mon ange. »« Tu iras mieux, maman. Je pourrai payer. » Le traitement complet. « Tu vas guérir, » promit Marine, même si elle savait que certaines promesses étaient trop grandes pour quiconque. Cette nuit-là, allongée sur son lit étroit, Marine regarda le plafond taché d'humidité et se permit de ressentir un éclair d'espoir. Peut-être que les choses pouvaient vraiment s'améliorer. Peut-être qu'elle pourrait supporter le silence oppressant de cette maison de maître, les yeux glacials de cette femme, les règles strictes qui régissaient chaque aspect de cet endroit. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas imaginer à ce moment-là, c'est que certaines maisons gardent plus que le silence et la solitude. Certaines maisons gardent des histoires inachevées, des cœurs brisés essayant de se reconstruire, et un genre de douleur qu'aucun argent au monde ne peut guérir. Et que l'homme qui vivait au 3e étage de cette maison de maître, ce fameux Romain Dubois qu'elle n'avait pas encore vu mais qu'elle redoutait déjà, portait des blessures si profondes qu'il avait oublié ce que c'était que de ne pas saigner. Le lundi suivant, Marine se réveilla à 5 heures du matin. Elle prit une douche, s'habilla avec l'uniforme simple que Marlène avait spécifié dans le contrat, pantalon et chemisier,
noir, pas de motifs ni de couleurs vives, et quitta la maison avant que la pleine clarté n'envahisse le ciel. Elle laissa le petit déjeuner préparé pour sa mère, les médicaments séparés avec des notes explicatives et un baiser sur le front de cette femme qui était toute la famille qu'elle avait au monde. Le trajet jusqu'à Neuilly-sur-Seine ne semblait plus aussi long, ou peut-être n'était-ce que la nervosité qui accélérait le temps. Quand elle arriva devant l'imposant portail de la maison de maître, il était exactement 6h55. Marlène ouvrit la porte ponctuellement à 7h, avec un hochement de tête qui pouvait signifier approbation ou simplement tolérance. « Vous avez été ponctuel. Bien. Venez, je vais vous expliquer votre routine. » Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'informations. Marine apprit où se trouvait chaque produit de nettoyage, chaque chiffon spécifique pour chaque surface, chaque détergent approprié pour chaque type de vaisselle. Elle apprit que M. Romain préférait que les fenêtres du salon soient nettoyées tous les matins, que les arrangements floraux devaient être changés 2 fois par semaine, que le sol en marbre nécessitait un traitement spécial qui ne pouvait en aucun cas être mal fait. Elle apprit aussi à travers les silences et les regards de Marlène que cette maison fonctionnait comme un organisme vivant et malade, où tout avait sa place et tout changement était perçu comme une menace. Ce fut seulement en fin de matinée, alors que Marine nettoyait la bibliothèque du 2e étage, qu'elle le vit pour la première fois. Elle était concentrée à dépoussiérer délicatement une étagère de livres anciens lorsqu'elle entendit des pas dans l'escalier. Des pas fermes, masculins, qui descendaient avec une cadence qui semblait mesurée. Elle se retourna instinctivement et le vit. Romain Dubois devait avoir une 30aine d'années, peut-être un peu plus. Il était grand, il devait mesurer plus d'1,80 m, avec des épaules larges sous la chemise blanche en lin qu'il portait avec les manches retroussées jusqu'au coude. Les cheveux étaient châtain foncé, légèrement ondulés, coiffés en arrière de manière décontractée mais qui avait visiblement pris du temps. Il avait une mâchoire forte, marquée par une barbe de 3 jours, qui donnait l'impression d'une négligence intentionnelle. Mais ce furent ses yeux qui la captivèrent. Ils étaient d'un vert grisâtre, de la couleur de la mer par temps nuageux, et portaient une profondeur de fatigue et quelque chose de plus. Quelque chose qui semblait être une douleur ancienne, cicatrisée à l'extérieur mais saignant encore à l'intérieur. Il s'arrêta en la voyant, et un instant leurs regards se croisèrent. Marine sentit son cœur s'emballer, non pas d'attirance mais d'un étrange type de reconnaissance. Comme si ses yeux fatigués parlaient une langue qu'elle connaissait bien, la langue de ceux qui ont trop souffert et ont oublié ce que c'était que de vivre sans douleur. « Vous êtes nouvelle, dit-il. » Sa voix était grave, contrôlée, sans intonation particulière. Ce n'était pas une question, juste une constatation. « Oui, monsieur. J'ai commencé aujourd'hui, » répondit Marine, baissant immédiatement le regard, se souvenant des instructions de Marlène. Il resta silencieux un instant, qui sembla s'étirer éternellement. Puis, sans rien dire de plus, il continua de descendre les escaliers, et Marine entendit ses pas s'éloigner en direction de ce qu'elle savait déjà être son bureau au 1er étage. Ses mains tremblaient lorsqu'elle reprit le chiffon de nettoyage. Elle ne savait pas si c'était la peur, la nervosité ou quelque chose de différent qu'elle ne parvenait pas à nommer. Ce qu'elle savait, c'est que cette brève rencontre avait laissé une impression indélébile, comme si l'air dans la pièce avait changé de densité. Le reste de la journée se passa sans autres incidents. Marine travailla avec diligence, s'assurant que chaque tâche était exécutée exactement comme Marlène l'avait demandé. Quand l'horloge sonna 16h, elle rangea ses affaires et se prépara à partir. Marlène la rencontra dans le hall d'entrée. « Votre premier jour a été satisfaisant, » dit-elle, ce qui, venant d'elle, sonnait presque comme un éloge effusif. « Maintenez ce niveau. »« Oui, Madame Marlène, à demain. » Dans le bus du retour, Marine appuya sa tête contre la fenêtre et ferma les yeux. Elle était épuisée. Chaque muscle de son corps lui faisait mal, mais il y avait aussi une étrange satisfaction de savoir qu'elle avait bien accompli son premier jour. Et il y avait aussi, caché dans un coin de son esprit, qu'elle ne voulait pas examiner de trop près. L'image de ses yeux vert-gris, si pleins de douleurs inavouées, si semblables à ce qu'elle voyait dans le miroir les jours où la force lui manquait. Les semaines suivantes se fondirent dans une routine que Marine apprit à naviguer avec prudence, comme on traverse un champ de mine. Elle se réveillait chaque jour avant l'aube,
laissait sa mère préparer avec tout ce dont elle aurait besoin jusqu'à l'après-midi et prenait les premiers bus qui l'amenaient de la périphérie au monde de Neuilly-sur-Seine. Elle arrivait toujours 10 minutes avant 7 heures, et Marlène était invariablement déjà là, avec ses yeux d'aigle prêts à détecter la moindre faille. La maison de maître révélait peu à peu ses secrets silencieux. Marine découvrit que Romain sortait rarement de chez lui. Il passait la plupart de ses journées enfermé dans son bureau au premier étage, entouré d'écrans d'ordinateur et de piles de documents. Elle apprit le son de ses pas, parvenait à prévoir quand il descendrait prendre un café ou quand il errerait simplement dans la maison comme un fantôme dans sa propre demeure. Elle découvrit aussi qu'il n'aimait pas le bruit. Tout son plus fort, une porte claquée, l'aspirateur, même sa propre voix si elle parlait au-delà d'un murmure, semblait le perturber de manière disproportionnée. Alors Marine devint une présence silencieuse, presque invisible, se déplaçant dans la maison comme une ombre. Mais il y avait des moments, de petits moments où leurs regards se croisaient par hasard, quand elle arrosait les plantes du salon, et qu'il descendait chercher quelque chose qu'il avait oublié, quand elle nettoyait la rampe de l'escalier et qu'il remontait vers son refuge au 3e étage. Dans ces moments-là, quelque chose passait entre eux. Rien qui puisse être nommé ou expliqué, juste une reconnaissance mutuelle, silencieuse, de deux personnes qui connaissaient intimement le poids de porter la douleur. Ce fut un mardi pluvieux de mars que tout commença vraiment à changer. Marine était dans la cuisine, préparant le déjeuner. Marlène était sortie pour régler des affaires bancaires et l'avait laissée avec une liste de tâches qui semblaient interminables. Le ciel était lourd, des coups de tonnerre annonçaient une forte tempête, et la lumière naturelle qui inondait normalement la cuisine était remplacée par une pénombre grise. Elle fredonnait doucement en coupant des légumes pour une soupe. Ce n'était pas une chanson spécifique, juste une mélodie que sa mère avait l'habitude de chanter quand elle était enfant, avant la maladie, avant les factures impayables, avant que la vie ne devienne une bataille quotidienne pour la survie. Chanter la faisait se sentir moins seule dans cette immense maison vide. Elle ne remarqua pas quand Rodolphe entra, dans la cuisine. Il resta un instant immobile dans l'embrasure de la porte juste à observer, observant cette femme en tablier simple, les cheveux attachés n'importe comment, fredonnant une mélodie triste tout en préparant de la nourriture qu'il ne toucherait probablement même pas. Il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait, une légèreté au milieu de la dureté des circonstances, une lumière qui brillait encore alors qu'elle aurait dû s'éteindre depuis longtemps. « Quelle est cette musique ?» demanda-t-il, sa voix coupant le silence et faisant sursauter Marine. Le couteau glissa de sa main et lui coupa l'index. « Taille !» laissa-t-elle échapper un petit cri, lâchant le couteau et portant instinctivement son doigt à sa bouche. Du sang coulait, tachant le tablier blanc. Rodolphe traversa la cuisine en 3 longues enjambées. « Laisse-moi voir, » dit-il, et ce n'était pas une requête. Marine hésita, mais quelque chose dans son ton n'admettait pas de refus. Elle tendit la main et il lui tint délicatement le poignet, examinant la coupure. Ses doigts étaient chauds, fermes, et le contact envoya un frisson le long du bras de Marine qu'elle n'était pas préparée à ressentir. « C'est profond. Il faut bien nettoyer, » murmura-t-il, tenant toujours sa main. Il ouvrit le robinet, ajusta la température de l'eau et plaça son doigt sous le jet. L'eau froide brûla la coupure, mais Marine ne se plaignit pas. Elle était trop occupée à essayer de comprendre le fait que Rodolphe Valois, l'homme qui la regardait à peine, prenait soin de sa blessure avec une délicatesse qu'elle n'attendait pas. Il prit un torchon propre, sécha soigneusement la zone autour de la coupure, puis se dirigea vers une armoire haute d'où il sortit une trousse de premier secours. Il revint vers elle et, avec des mouvements précis, nettoya la blessure avec de l'antiseptique, appliqua une pommade et enveloppa le doigt d'un pansement. Pendant tout le processus, aucun d'eux ne parla. Marine parce qu'elle ne savait pas quoi dire. Rodolphe parce qu'il semblait perdu dans une pensée lointaine. Quand il eut terminé, il tenait toujours sa main, les yeux fixés sur le pansement blanc contre la peau mate de Marine. « Merci, monsieur », murmura-t-elle, sa voix rauque. Rodolphe leva enfin les yeux pour rencontrer les siens. De près, Marine pouvait voir de petits détails qu'elle n'avait pas remarqués auparavant. De petites rides au coin des yeux, une petite cicatrice près du sourcil droit, des cils plus longs qu'il ne serait juste pour un homme d'avoir, et cette tristesse profonde, cette lassitude qui semblait s'être installée dans son âme
et y avoir élu domicile permanent. « Ne m'appelez pas monsieur, dit-il soudainement. Cela me fait me sentir vieux et distant. Juste Rodolphe. » Marine cligna des yeux, surprise. Marlène serait capable de la tuer si elle le découvrait. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il l'avait demandé, non, dont il l'avait presque imploré, qui la fit acquiescer. « Rodolphe » répéta-t-elle, et le nom sonna étrange sur ses lèvres. Trop intime, trop dangereux. Il lâcha sa main comme s'il s'était brûlé et fit un pas en arrière. Pendant un instant, une expression qui ressemblait à du regret traversa son visage. Puis, sans rien dire de plus, il se retourna et sortit de la cuisine, laissant Marine seule avec son cœur battant la chamade et un pansement au doigt qui semblait peser plus qu'il n'aurait dû. À partir de ce jour, quelque chose changea. Rodolphe commença à apparaître plus souvent, pas de manière évidente ou intrusive, mais il était là. Quand Marine nettoyait la bibliothèque, il apparaissait pour prendre un livre. Quand elle arrosait les plantes du jardin d'hiver, il était là, lisant quelque chose sur sa tablette. Quand elle préparait le café l'après-midi, il descendait justement à cette heure-là. Et ils conversaient, pas beaucoup, jamais très longtemps, mais de petits échanges qui, peu à peu, révélaient des couches de chacun. Marine découvrit que Rodolphe avait 32 ans et avait hérité de la fortune familiale à 27 ans, lorsque ses parents étaient morts dans un accident de voiture. Elle découvrit qu'il avait une formation d'ingénieur, mais n'avait jamais exercé, qu'il préférait la littérature classique à la contemporaine, qu'il aimait le jazz mais seulement les plus mélancoliques. Rodolphe, à son tour, découvrit que Marine avait perdu son père tôt, qu'elle s'occupait seule de sa mère malade, qu'elle avait rêvé d'étudier les soins infirmiers, mais que la vie ne l'avait pas permis. Il découvrit qu'elle aimait les plantes, qu'elle connaissait le nom scientifique de presque toutes les fleurs du jardin, qu'elle fredonnait quand elle était nerveuse, et qu'elle avait une façon de sourire qui illuminait même les coins les plus sombres de cette maison morte. Marlène, bien sûr, le remarqua. Il était impossible qu'elle ne le remarque pas. Ses yeux de faucon étaient toujours attentifs, toujours calculateurs. Marine sentait le poids de ce regard, la désapprobation silencieuse, la menace inexprimée. Mais Rodolphe était le maître, et tant qu'il ne se plaignait pas de Marine, Marlène ne pouvait pas faire grand-chose à part observer et attendre. Et attendre, elle le faisait, avec la patience d'un serpent. Un mois après l'incident dans la cuisine, Marine arriva pour travailler et trouva la maison dans un état différent. Il y avait des voix à l'étage, du mouvement, une énergie qui n'existait pas normalement ici. Marlène l'intercepta dès qu'elle entra. « Aujourd'hui, nous aurons des visites », annonça-t-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Madame Patricia Montaigne, une ancienne connaissance de Monsieur Rodolphe, viendra déjeuner. Vous aiderez à servir. »« Et Marine ?» Elle s'approcha, sa voix baissant jusqu'à un ton menaçant. « Comportez-vous bien. Pas de conversation inappropriée ni de familiarité. Vous êtes la domestique. N'oubliez pas cela. » Marine acquiesça, sentant une boule au ventre qu'elle ne savait d'où elle venait. Elle passa la matinée à aider à préparer le déjeuner, un repas élaboré que la cuisinière, engagée spécialement pour l'occasion, dirigeait comme un général sur un champ de bataille. À 13 heures précises, la sonnette retentit. Marlène alla personnellement ouvrir la porte et Marine, depuis son poste dans la cuisine, entendit une voix féminine, douce et polie, résonner dans le hall. La curiosité l'emporta sur le bon sens, et elle jeta un coup d'œil discret par la porte entr'ouverte. La femme qui entra était tout ce que Marine n'était pas. Grande, mince, avec des cheveux blonds lisses qui tombaient parfaitement sur ses épaules, vêtue d'un ensemble en lin beige qui coûtait probablement plus que 3 mois de loyer de l'appartement, de Marine. Elle avait la peau claire, des dents parfaites, et se déplaçait avec l'assurance de celle qui a toujours appartenu à ce monde. Rodolphe descendit pour la recevoir, et Marine sentit quelque chose d'étrange se serrer dans sa poitrine quand elle vit la façon dont la femme l'étreignit. Ce n'était pas une étreinte occasionnelle, c'était intime, prolongé, plein de familiarité. « Rodolphe, tu es trop maigre, » dit la femme, s'éloignant pour l'examiner. « Tu te caches toujours du monde ?»« Patricia, » répondit-il, et Marine remarqua que sa voix était différente, plus contrôlée, plus distante, comme s'il portait un masque. « C'est bon de te voir. »« Menteur, » rit-elle,
Mais il n'y avait pas de véritable humour dans ce rire. Si c'était bon, tu aurais répondu à mes appels ces 3 dernières années. Mais enfin, je suis là maintenant. Et nous allons parler que tu le veuilles ou non. Marine retourna dans la cuisine, essayant d'ignorer le poids sur sa poitrine. Elle n'avait pas le droit de ressentir ce qu'elle ressentait. Rodolphe n'était rien pour elle. C'était son patron. Un homme riche qui, pour une raison quelconque, avait été gentil avec elle. Quelquefois, rien de plus. Mais quand elle servit le déjeuner, quand elle vit la façon dont Patricia touchait le bras de Rodolphe, comment elle lui parlait avec une intimité qui venait d'années d'histoires partagées, Marine sentit quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer brûler dans son estomac. « Tu te souviens encore quand nous étions fiancés ?» demanda Patricia à un moment donné, sa voix assez forte pour que Marine, qui ramassait les assiettes de l'entrée, l'entende. « 3 ans, Rodolphe. 3 ans depuis que tu m'as renvoyé. Tu ne penses pas que tu as assez souffert ? Que tu m'as assez puni pour l'erreur d'avoir douté de toi. » Marine se figea, les assiettes à la main. Alors c'était ça, une ex-fiancée, une histoire d'amour brisée. Et apparemment, il y avait encore des sentiments non résolus ici. « Patricia, ce n'est pas le moment, » répondit Rodolphe, sa voix tendue. « Ce n'est jamais le moment avec toi, » rétorqua-t-elle. « Tu t'es enfermé dans cette maison, dans cette vie d'ermite, et tu refuses de pardonner. Ce que cette femme t'a fait était horrible, je suis d'accord. Mais je ne suis pas elle, je t'aimais, je t'aime encore. »« Tu m'aimais » La voix de Rodolphe sortit chargée d'amertume. « Tu m'as quitté quand j'en avais le plus besoin, Patricia. Quand tout s'est effondré, quand ma réputation a été détruite, quand j'étais accusé de choses que je n'avais pas faites, tu es simplement parti. Tu as dit que tu devais protéger ta famille du scandale, que tu ne pouvais pas risquer le nom des Montaigne d'être associé au mien. Et j'avais tort, s'exclama-t-elle, sa voix montant. J'admets, j'ai été lâche. Mais je suis revenu, n'est-ce pas? Dès que la vérité a éclaté, dès que tu as été innocenté, je suis revenu. Mais tu ne voulais plus de moi. » Marine posa silencieusement les assiettes dans la cuisine et revint avec le plat principal, essayant de devenir invisible. Mais en servant, ses yeux rencontrèrent ceux de Rodolphe, et ce qu'elle y vit la fit vouloir pleurer. La douleur. Une douleur si intense qu'elle la reconnut comme le reflet de la sienne propre. « Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent être réparées, » dit Rodolphe, regardant Patricia mais semblant parler à lui-même. « Et je suis trop brisé pour... essayer. » Le reste du déjeuner se déroula dans un silence gênant. Patricia tenta plusieurs fois de relancer la conversation, mais Rodolphe répondait par des monosyllabes. Quand elle partit enfin, Marine nettoyait la salle à manger et entendit l'adieu dans le hall. « Je continuerai d'essayer, » dit Patricia, « parce que je te connais, Rodolphe, et je sais que quelque part sous toute cette armure que tu as construite, il y a encore l'homme que j'ai aimé, l'homme qui m'a aimé. »« Cet homme est mort, » répondit Rodolphe, « le jour même où tu es parti. » Quand la porte se referma, la maison retrouva son silence habituel. Marlène congédia Marine plus tôt, disant que M. Rodolphe voulait être seul. Dans le bus de retour chez elle, Marine ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'elle avait entendu. Rodolphe avait été fiancé. Il avait été trahi par quelqu'un, accusé de quelque chose qu'il n'avait pas fait, et la femme qu'il aimait l'avait abandonné au moment où il en avait le plus besoin. Et maintenant, elle revenait, demandant pardon, offrant un nouveau départ. C'était tout ce qu'il aurait dû vouloir, n'est-ce pas? Retourner à son monde, à quelqu'un qui le comprenait, qui connaissait son histoire. Alors pourquoi Marine sentait-elle comme si on lui avait arraché quelque chose de sa poitrine? Les jours suivants, Rodolphe redevint distant. Il ne descendait plus à la cuisine quand elle était là. Il n'apparaissait plus dans la bibliothèque quand elle nettoyait. C'était comme si ces moments de connexion n'avaient jamais existé. Et Marine essaya de se convaincre que tout allait bien, que c'était mieux ainsi, qu'elle avait été folle de commencer à ressentir quoi que ce soit pour quelqu'un d'aussi complètement hors de sa portée. Mais la nuit, quand elle s'allongeait dans son lit et entendait les ronflements doux de sa mère dans la pièce voisine, Marine se permettait de se souvenir de son contact sur sa main quand il avait soigné sa blessure, se souvenir de la façon dont il la regardait, comme si elle était plus que la simple domestique, se souvenir de la façon dont sa présence rendait cette maison morte un peu plus vivante, et elle se demandait, avec un pincement au cœur, quand exactement elle avait commencé à s'en soucier,
Quand exactement ce travail avait cessé d'être juste un emploi et était devenu quelque chose de dangereux? Ce fut un vendredi, presque 2 mois après qu'elle eut commencé à travailler au manoir, que tout changea à nouveau. Marine était dans le jardin d'hiver, s'occupant des orchidées qui étaient la passion secrète de Rodolphe, quand elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna et le trouva debout dans l'embrasure de la porte, l'observant. « Vous avez la main verte » dit-il, les mains dans les poches de son pantalon, une posture décontractée qui contrastait avec la tension dans ses épaules. « Ma grand-mère avait un jardin » répondit Marine, reportant son attention sur les fleurs. Plus facile de parler les mains occupées. Je passais des heures à l'aider. Elle disait que les plantes étaient plus honnêtes que les gens. Elle ne prétendait pas être ce qu'elle n'était pas. Rodolphe s'approcha, se tenant à côté d'elle. « Votre grand-mère semble avoir été sage. »« L'était, » corrigea Marine doucement. « Elle est morte quand j'avais 15 ans. » Ils restèrent silencieux un instant. Juste eux deux et les plantes entre eux. Puis, Rodolphe parla, sa voix plus basse. « Je suis désolé, pour l'autre jour, pour que vous ayez entendu cette conversation. Vous n'avez pas à vous excuser, ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas le cas, acquiesça-t-il. Mais quand même, je ne veux pas que vous pensiez... Je ne sais pas ce que je veux que vous pensiez, admit-il avec un soupir frustré. Marine le regarda enfin. Elle le regarda vraiment. Et elle vit un homme aussi perdu qu'elle, luttant simplement contre des démons différents. « Je crois que nous avons tous des cicatrices, » dit-elle. « Certaines sont juste plus visibles que d'autres. » Rodolphe soutint son regard et Marine vit quelque chose changer dans son expression. « Vous n'êtes pas comme les autres personnes qui travaillent ici, » dit-il. « Vous n'êtes pas seulement efficace ou professionnel. Vous êtes réel. »« Je ne sais pas être autre chose, » admit Marine. « Je sais. C'est pourquoi je... » Il s'arrêta, secoua la tête. « C'est mal. Vous travaillez pour moi. Il y a une énorme différence entre nos mondes. Je ne devrais pas... »« Ne devriez pas quoi ?» demanda Marine, son cœur s'accélérant. Rodolphe fit un pas en avant. Ils étaient si proches maintenant que Marine pouvait sentir la chaleur émanant de lui. Elle pouvait voir les petites taches dorées dans ses yeux verts. « Je ne devrais pas vouloir mieux vous connaître, » murmura-t-il. « Je ne devrais pas attendre avec impatience les moments où vous êtes prêts. Je ne devrais pas sentir que cette maison ne semble vivante que lorsque vous êtes dedans. » Marine ne pouvait plus respirer correctement. « Rodolphe, dites-moi d'arrêter, » demanda-t-il, sa main montant lentement pour toucher légèrement son visage. « Dites-moi que je suis inapproprié, que j'abuse de ma position. Dites-moi n'importe quoi qui me fasse reculer. » Marine ferma les yeux en sentant son contact, si délicat que c'était presque une promesse. « Et si je ne veux pas que vous arrêtiez ?» Sa respiration s'interrompit. « Marine, je sais que c'est mal, » dit-elle, ouvrant les yeux pour rencontrer les siens. « Je sais que je ne suis que la domestique, que vous êtes mon patron, que cela ne peut pas marcher. Mais quand vous êtes prêt, j'oublie tout cela. J'oublie les différences, les règles, ce qui est censé. Et je ressens seulement... »« Quoi ?» demanda-t-il, son pouce caressant doucement sa pommette. « Que ressentez-vous ? Que peut-être je ne suis pas aussi seul que je le pensais. » C'est alors qu'ils entendirent la porte s'ouvrir avec force, et la voix de Marlène coupa le moment comme une lame affûtée. « Monsieur Rodolphe, je dois vous parler des contes de... » Oh ! Marlène s'arrêta à la porte du jardin d'hiver, ses yeux parcourant la scène devant elle, avec la précision de celle qui n'attendait que ce moment. Rodolphe et Marine s'étaient immédiatement éloignés, mais pas assez vite. L'air entre eux portait encore cette tension, cette promesse, interrompue. « Qu'y a-t-il, Marlène ?» demanda Rodolphe, sa voix retrouvant ce ton contrôlé et froid qu'il utilisait comme bouclier. « Les contes peuvent attendre, » dit Marlène, son regard fixé sur Marine. « Mais je crois que Marine a d'autres tâches à accomplir, la buanderie par exemple, et les salles de bain du premier étage qui n'ont pas encore été nettoyées. » C'était un mensonge éhonté. Marine avait nettoyé les salles de bain ce matin-là, et Marlène le savait. Mais il n'y avait pas de place pour l'argumentation. Marine baissa la tête, murmura une excuse et sortit du jardin d'hiver, sentant le poids du regard de Marlène sur son dos comme une menace physique. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur un instant, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Ça avait été si près,
si près de quelque chose qu'elle ne savait même pas qu'elle voulait, avant de le ressentir. Et maintenant, avec Marlène ayant vu, tout deviendrait encore plus compliqué. À l'intérieur du jardin, Marlène referma la porte derrière elle et se tourna vers Rodolphe avec une expression mêlant inquiétude et désapprobation. « Monsieur Rodolphe, avec tout le respect que je vous dois, que pensez-vous faire ? M'occuper de mes orchidées, répondit-il, sa voix dangereusement calme. Vous savez exactement de quoi je parle, insista Marlène, faisant un pas en avant. Cette jeune fille, j'ai vu la façon dont vous la regardiez, la proximité entre vous. Et alors ? Rodolphe haussa un sourcil. Depuis quand ai-je besoin de votre approbation pour parler à qui je veux dans ma propre maison ? C'est une domestique, monsieur Rodolphe, une fille de la banlieue sans éducation formelle, sans famille, sans rien. Et vous êtes... Quoi ? Un homme solitaire dans une maison vide qui a enfin trouvé quelqu'un qui ne veut rien d'autre qu'une conversation honnête. Il la coupa, sa voix montant. Quelqu'un qui ne me voit pas comme un compte en banque ou un nom de famille important. Marlène respira profondément, tentant une autre approche. Je comprends que vous vous sentiez seule après tout ce que vous avez traversé. Ce que Madame Patricia a fait était terrible, et le scandale avec cette autre femme, mais vous impliquer avec une domestique, avez-vous pensé à ce que les gens vont dire, à ce que cela va faire à votre réputation qui vient d'être reconstruite ? Ma réputation, Rodolphe rit sans humour. Vous croyez que je me soucie de ce que les gens pensent ? Après tout ? Après avoir été accusé de crimes que je n'ai pas commis, après avoir vu mon nom traîner dans la boue, après avoir perdu tout ce qui comptait, les opinions des autres ont cessé d'avoir de la valeur pour moi il y a longtemps, Marlène. Mais cette jeune fille, commença Marlène, elle a un nom, Marine, et je vous suggère de commencer à la traiter avec le respect qu'elle mérite, dit Rodolphe, sa voix basse mais chargée d'autorité. Elle travaille dur, elle est compétente, et elle est plus digne que la moitié des gens de mon cercle social qui ne savent que feindre l'éducation tout en poignardant dans le dos. Marlène serra les lèvres en une ligne fine. Elle perdait cette bataille, mais pas la guerre. Comme vous le désirez. Mais permettez-moi de vous rappeler que j'ai déjà vécu cela avec vous. Je vous ai déjà vu, vous, impliqué avec quelqu'un d'inapproprié, quelqu'un qui ne voulait que votre argent, qui a détruit votre vie, et je ne resterai pas les bras croisés à regarder cela se reproduire. Marine n'est rien comme Viviane. Rodolphe cracha presque le nom. Et vous n'avez pas le droit de faire cette comparaison. J'ai le droit de vous protéger, rétorqua Marlène. Votre mère, avant de mourir, m'a fait promettre de prendre soin de vous. Et c'est ce que je fais, même si vous n'aimez pas mes méthodes. Rodolphe passa la main dans ses cheveux frustrés. Je sais, Marlène, et je vous en suis reconnaissant. Mais je ne suis plus ce jeune homme de 27 ans qui a été trompé et manipulé. J'ai appris à voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment. Et Marine, elle est authentique. Il n'y a pas d'arrière-pensée en elle. Tout le monde a des arrière-pensées quand il y a de l'argent en jeu, dit Marlène, se retournant pour sortir. Mais je ferai comme vous le souhaitez. Seulement, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu quand tout s'effondrera à nouveau. Elle sortit, laissant Rodolphe seul parmi les orchidées, avec le parfum de Marine flottant encore dans l'air et la certitude croissante que, malgré tous ses efforts pour résister, il était déjà trop tard. Quelque chose avait commencé là, quelque chose qu'il ne savait pas s'il avait la force d'arrêter. Marine passa le reste de la journée à éviter tout endroit où elle pourrait rencontrer Rodolphe ou Marlène. Elle travailla à un rythme effréné, nettoyant, organisant, gardant ses mains occupées pour ne pas penser au quasi-baiser dans le jardin d'hiver, à la façon dont il avait touché son visage, aux mots qui avaient été prononcés. Quand elle arriva enfin chez elle ce soir-là, elle trouva sa mère plus animée qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Les nouveaux médicaments que Marine avait réussi à acheter grâce à son meilleur salaire faisaient effet. Madame Célia avait plus de couleur au visage, plus de vie dans les yeux. « Ma fille, tu as l'air préoccupée », commenta sa mère pendant qu'elle dînait la simple soupe que Marine avait préparée. « Un problème au travail ?» Marine hésita. Comment expliquer à sa mère qu'elle était en train de tomber amoureuse de son patron? Qu'aussi mal que cela pût être, aussi impossible que cela parût, elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui. Juste de la fatigue, maman. Ce fut une longue journée. Madame Célia ne parut pas convaincue, mais n'insista pas.
Elle connaissait suffisamment bien sa fille pour savoir quand elle avait besoin d'espace. Elle tendit simplement la main et serra celle de Marine avec une force surprenante. « Quoi qu'il en soit, ma fille, souviens-toi que tu mérites d'être heureuse. Tu t'es tellement sacrifiée pour moi, tu as tellement travaillé. Si une chance de bonheur se présente, même si elle semble impossible, ne la laisse pas passer. Je ne serai pas là pour toujours. Maman, ne parle pas comme ça. » Marine sentit les larmes lui piquer les yeux. « C'est la vérité, ma chérie, et c'est bien ainsi. J'ai déjà vécu ma vie. Mais toi, tu as encore tant de choses devant toi. Ne laisse pas la peur t'empêcher de vivre. » Cette nuit-là, Marine dormit peu, les mots de sa mère résonnant dans son esprit. Méritait-elle vraiment une chance de bonheur? Ou était-elle folle d'imaginer que quelque chose pourrait se passer entre elle et Rodrigue? Le samedi matin, en arrivant au manoir, elle trouva une enveloppe à son nom sur le plan de travail de la cuisine. À l'intérieur, un mot écrit de la main inclinée et ferme de Rodrigue. « Marine, j'ai besoin de te parler. S'il te plaît, viens à mon bureau quand tu auras terminé tes tâches du matin. Rodrigue. » Son cœur s'emballa. Marlène devait avoir dit quelque chose. Elle devait l'avoir convaincu qu'il valait mieux garder ses distances. Il allait probablement la renvoyer, mettre fin à tout cela avant même que ça ne commence. Et peut-être que c'était mieux ainsi. Peut-être que c'était le plus raisonnable. Mais quand il fut 11 heures et que Marine rassembla enfin le courage de monter jusqu'au bureau au premier étage, chaque pas semblait peser une tonne. Elle frappa doucement à la porte en bois massif. « Entrez. » Rodrigue était assis derrière un vieux bureau, entouré d'étagères de livres et de dossiers. La lumière du soleil entrait par les hautes fenêtres, créant des motifs sur le tapis persan. Il se leva quand elle entra, et Marine remarqua qu'il semblait aussi nerveux qu'elle. « Vous avez demandé à me parler, monsieur. Rodrigue, se corrigea-t-elle. « Oui, asseyez-vous, s'il vous plaît. » Il désigna un fauteuil en cuir devant le bureau. Marine s'assit sur le bord, les mains entrelacées sur ses genoux. Rodrigue resta debout, marchant jusqu'à la fenêtre, le dos tourné vers elle. « J'ai passé toute la nuit à réfléchir à ce que je vais te dire, » commença-t-il. « J'ai répété différentes versions, différentes façons d'expliquer, mais je crois que la seule façon est l'honnête, aussi difficile soit-elle. » Marine sentit sa bouche s'assécher. « D'accord. » Il se retourna pour lui faire face. « Il y a 5 ans, j'étais fiancé. Patricia et moi étions parfaits sur le papier. Même classe sociale, mêmes cercles sociaux, mêmes attentes. Mais je ne l'aimais pas. Pas vraiment. Et je crois qu'elle ne m'aimait pas non plus. C'était plus une union de convenance pour les deux familles. » Marine se contenta d'écouter, le cœur serré. Puis j'ai rencontré Viviane, le nom sorti comme une blessure mal cicatrisée. Elle était différente, belle, charmante, amusante. Elle disait qu'elle était étudiante en art, qu'elle venait d'une famille simple mais honnête. Je suis tombé amoureux, rapidement, intensément, stupidement. J'ai rompu mes fiançailles avec Patricia, j'ai affronté ma famille, j'ai affronté tout le monde, parce que j'avais enfin trouvé quelque chose de réel. Il s'arrêta, la mâchoire tendue. Marine pouvait voir la douleur imprimée sur chaque ligne de son visage. Mais ce n'était pas réel. Rien de tout cela ne l'était. Viviane était une escroc. Tout ce qu'elle m'avait raconté était un mensonge. Elle s'était approchée de moi délibérément. Elle avait tout planifié. Elle a gagné ma confiance, mon amour. Puis elle a commencé. De petits prêts qu'elle ne remboursait jamais. L'accès à mes comptes pour des urgences. Des documents que je signais sans lire parce que je lui faisais confiance. Marine sentit un poids dans l'estomac. Rodrigue, en 6 mois, elle avait détourné près de 5 millions d'euros, continua-t-il, sa voix monocorde. Mais le pire n'était pas ça. Quand j'ai découvert, quand je l'ai confrontée, elle n'a pas nié. Elle a ri. Elle a dit que c'était plus facile qu'elle ne l'avait imaginé, que les hommes riches et solitaires étaient toujours des proies faciles. Et puis elle a disparu. Mais vous avez dit que vous aviez été accusé de quelque chose. Viviane était maligne, expliqua Rodrigue. Avant de s'enfuir, elle a semé des preuves. Des documents qui laissèrent penser que j'étais impliqué dans des systèmes de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale. Quand la police m'a cherché, mon nom était déjà dans tous les journaux. La famille de Patricia a utilisé son influence pour détruire encore plus ma réputation. Il a fallu 2 ans pour prouver mon innocence. 2 ans d'enfer, d'avocat,
de ne pas savoir si j'allais être emprisonné, de voir chaque personne que je croyais être mon ami disparaître. « Et Patricia ?» demanda Marine doucement. « Elle est partie au premier signe de problème. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas risquer le nom de sa famille, qu'il valait mieux garder nos distances jusqu'à ce que tout se résolve. Mais quand tout s'est arrangé, quand j'ai été innocenté et que Viviane a été arrêtée en tentant d'appliquer la même arnaque à un autre homme en Europe, Patricia est revenue, s'excusant, voulant reprendre là où nous nous étions arrêtés. Et vous n'avez pas voulu. Comment aurais-je pu ? Rodrigue la regarda directement. Elle m'a abandonné quand j'en avais le plus besoin. Elle a prouvé que son amour était conditionnel, dépendant de ce que je pouvais offrir, de ma réputation immaculée, et je me suis promis de ne plus jamais me permettre de faire confiance à quelqu'un de cette façon, de ne plus jamais permettre à quelqu'un de s'approcher suffisamment pour me blesser ainsi. Il s'approcha pour se tenir devant elle, la regardant de haut. Mais alors tu es apparu, avec ton simple tablier et tes cheveux toujours attachés n'importe comment, fredonnant des chansons tristes en t'occupant des plantes, étant gentille même quand Marlène est cruelle, souriant même quand je sais que tu es fatigué, que tu portes tes propres fardeaux, tes propres douleurs. Marine sentit les larmes menacées de couler. Rodrigue, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Il s'agenouilla devant elle, de sorte qu'ils furent à la même hauteur. J'ai juste besoin que tu comprennes pourquoi j'hésite, pourquoi une partie de moi veut fuir chaque fois que nous sommes proches, parce que la dernière fois que j'ai fait confiance à quelqu'un, que je me suis permis de ressentir quelque chose de réel, cela m'a presque détruit. Et je ne sais pas si j'ai la force de survivre à ça une nouvelle fois. Marine tendit la main et toucha son visage, sentant la rudesse de sa barbe de 3 jours sous ses doigts. « Je ne suis pas elle, dit-elle doucement. Je ne veux pas votre argent. Je ne veux pas votre position sociale. Je veux juste... » « Quoi ?» demanda-t-il, tournant son visage pour embrasser la paume de sa main. « Vous connaître. Connaître l'homme au-delà des murs que vous avez construits. L'homme qui prend soin des orchidées et écoute du jazz, mélancolique. L'homme qui nettoie les coupures aux doigts avec une délicatesse qu'il ne devrait pas avoir. Cet homme, le vrai. » Rodrigue ferma les yeux, comme si ces mots lui causaient une douleur physique. Et si cet homme est trop brisé? Et s'il n'y a plus rien de bon? Alors on répare ensemble, répondit Marine, parce que je suis aussi un peu brisé. Et peut-être que les personnes brisées se comprennent mieux que les personnes entières. C'est alors qu'il la tira contre lui, l'embrassant avec une force qui semblait venir d'un lieu de profond désespoir. Marine le sentit trembler légèrement et comprit que cet homme qui paraissait si fort, si contrôlé, ne faisait que retenir les morceaux de lui-même avec du ruban adhésif et de l'espoir. « J'ai peur », admit-il contre ses cheveux. « Tellement peur de commettre la même erreur, de voir des choses qui n'existent pas parce que je veux tellement croire que je peux encore faire confiance à quelqu'un. » « J'ai aussi peur, » avoua Marine, « d'être en train de m'illusionner, de croire que je peux avoir quelque chose qui n'est pas fait pour quelqu'un, comme moi, de me réveiller un jour et de réaliser que tout n'était qu'un fantasme. » Ils restèrent ainsi un long moment, 2 cœurs blessés essayant de se donner la chance de guérir. Puis Rodrigue s'écarta suffisamment pour la regarder dans les yeux. « Si nous allons faire ça, dit-il, sa voix rauque, si nous allons essayer, il faut que ce soit lentement. J'ai besoin de temps pour apprendre à faire confiance à nouveau. Et tu dois être sûr, absolument sûr, que c'est ce que tu veux. Parce que Marlène a raison sur une chose. Nos mondes sont différents, et ce ne sera pas facile. Rien dans ma vie n'a été facile, dit Marine avec un petit sourire triste. Je ne m'attends pas à ce que ça le soit maintenant. Et ta mère, ton travail, si les gens savaient... Une chose à la fois, demanda Marine. Pour l'instant, juste ça. Toi et moi. On essaie. Rodrigue hocha la tête, puis, lentement, il se pencha et l'embrassa sur le front. Ce fut un baiser chaste, presque révérencieux, mais qui portait plus de promesses que n'importe quel baiser passionné n'aurait pu le faire. C'était une promesse de temps, de patience, d'une tentative honnête de reconstruire quelque chose que tous deux pensaient avoir perdu pour toujours. « Je dois retourner au travail, » murmura Marine, mais elle ne bougea pas. « Je sais, » répondit-il, mais il ne la lâcha pas non plus. Ce fut le bruit de pas dans le couloir qui les sépara finalement. Rodrigue se leva rapidement, retournant derrière le bureau.
Marine arrangea son tablier, essayant de paraître professionnelle et non comme quelqu'un qui venait de vivre le moment le plus intime de sa vie. Marlène apparut à la porte sans frapper. « Monsieur Rodrigue, la réunion avec les avocats a été reportée à 15 heures. Et Marine… » Elle regarda la femme de chambre avec des yeux froids. « Les chambres d'amis doivent être préparées. La famille de Patricia vient dîner lundi. » Marine sentit comme si on lui avait jeté de l'eau froide. La famille de Patricia. Bien sûr. Le monde de Rodrigue continuait d'exister, avec ses obligations sociales, ses apparences à maintenir. Et elle n'était que la femme de chambre qui servirait le dîner, pendant qu'il divertissait les gens de son véritable cercle. « Laissez-moi faire, Madame Marlène, » dit-elle, gardant une voix ferme. Rodrigue la regarda, et elle vit la frustration dans ses yeux. Mais que pouvait-il faire? Marlène avait fait passer son message clairement, et Marine retrouvait ses propres doutes. Peut-être était-il fou. Peut-être n'y avait-il pas de place dans sa vie pour quelqu'un comme elle. Ce week-end fut torturant. Marine dormit à peine, repensant à chaque mot prononcé dans le bureau, à chaque touche, à chaque promesse implicite. Le lundi arriva lourd comme du plomb. Le dîner était prévu pour 20 heures le lundi soir. Marine passa toute la journée à tout préparer sous les instructions précises et de plus en plus acerbes de Marlène. La table de la salle à manger, formelle, fut dressée avec la porcelaine la plus fine, des cristaux qui brillaient sous la lumière du lustre, des couverts en argent massif que Marine nettoya jusqu'à ce qu'ils puissent servir de miroir. La cuisinière engagée préparait un menu élaboré, une entrée de saumon fumé au capre, un risotto aux champignons sauvages, un carré d'agneau en croûte d'herbe et un dessert aux pistaches avec des fruits rouges. Marine aidait où elle pouvait, mais surtout, elle gardait ses distances, se sentant de plus en plus déplacée dans ce monde de luxe qui ne lui appartenait pas. Rodrigue n'apparut qu'une seule fois pendant la journée, descendant les escaliers déjà vêtu d'un costume gris foncé qui coûtait probablement plus de 3 mois de son salaire. Ses yeux cherchèrent Marine dans la cuisine, mais elle fit semblant de ne pas le remarquer, s'occupant à plier des serviettes en lin dans des formes compliquées que Marlène avait insisté pour qu'elle apprenne. À 7h30, les premiers invités commencèrent à arriver. Marine se posta stratégiquement dans l'office, d'où elle pouvait entendre les voix sans être vue. Patricia arriva la première, vêtue d'un ensemble en soie bleu marine qui mettait en valeur ses yeux clairs, ses cheveux blonds lâchés en ondulations parfaites. Elle embrassa Rodrigue sur la joue avec une familiarité répétée. « Rodrigue, mon cher, tu es magnifique. Tu as enfin accepté de porter la cravate que je t'ai offerte à Noël dernier. » Marine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Noël dernier. Donc ils échangeaient encore des cadeaux. Ils restaient encore en contact. Pourquoi cela la dérangeait-il tant? Elle n'avait pas le droit d'être jalouse. Elle n'avait le droit de rien ressentir. Puis vinrent les parents de Patricia. Gustave Mendonça, un homme grand et imposant aux cheveux gris parfaitement coiffés, et Hélène Mendonça, une femme élégante qui portait une robe noire simple, mais qui coûtait probablement une fortune. Ils saluèrent Rodrigue avec une courtoisie froide, la mère embrassant l'air à côté de son visage, le père lui serrant la main avec une force inutile. Marine servit les entrées, se déplaçant dans la salle à manger comme un fantôme silencieux. Elle gardait les yeux baissés, les mains fermes, le visage neutre, mais elle ne pouvait s'empêcher d'entendre les conversations. « Alors, Rodrigue, » dit Gustave après la première gorgée de vin, « j'ai entendu dire que vous envisagez de revenir à l'entreprise. Votre oncle a commenté que vous avez montré plus d'intérêt pour les affaires familiales dernièrement. »« J'y songe, oui, » répondit Rodrigue, sa voix polie mais distante. Marine reconnaissait ce ton. C'était la voix qu'il utilisait pour maintenir les gens à distance. « Mais je n'ai encore pris aucune décision définitive. Ce serait bien pour vous de reprendre le cours de la vie, » ajouta Hélène, son ton suggérant que la vie signifiait spécifiquement leur cercle social. « Vous vous êtes trop isolé après toute cette situation désagréable. Mais c'est passé. Vous avez été innocenté, et il est temps d'aller de l'avant. »« Aller de l'avant », répéta Rodrigue, comme s'il goûtait les mots. Marine vit d'un coup d'œil quand il leva les yeux et la trouva en train de servir du vin au père de Patricia. Ce ne fut qu'une seconde, mais en cette seconde, elle vit tout, sa frustration, sa fatigue, son désir d'être n'importe où sauf ici. Et parlant d'aller de l'avant, intervint Patricia, sa voix adoucie comme du miel empoisonné,
J'ai beaucoup pensé à nous, Rodrigue, à quel point nous étions bien ensemble avant que tout ne tourne mal. Je sais que j'ai été lâche, je sais que je t'ai déçu, mais les gens méritent une seconde chance, n'est-ce pas? Le silence qui suivit fut lourd. Marine retourna dans l'office, le cœur battant trop fort. Elle ne voulait pas entendre la réponse de Rodrigue. Elle ne voulait pas savoir s'il envisageait de lui donner cette seconde chance. Mais elle ne pouvait s'empêcher d'écouter. « Patricia ?» La voix de Rodrigue sortit avec précaution. « Nous en avons déjà parlé. Ce que nous avions est terminé. Vous avez fait vos choix. J'ai fait les miens. » « Mais fallait-il que ce soit définitif ?» insista-t-elle. « Rodrigue, nous avons été heureux une fois. Nous pouvons l'être à nouveau. Ma famille vous pardonne pour le scandale. Nous sommes prêts à recommencer, à vous réintégrer à notre cercle. Tout peut redevenir comme avant. » Marine ferma les yeux, s'appuyant sur le comptoir de l'office. Bien sûr qu'il lui offrirait cela. La vie facile, l'acceptation sociale, tout remis sur les rails. Et que pouvait-elle offrir en comparaison? Une vie compliquée, des jugements, des scandales. Elle était le choix difficile. Patricia était le choix sensé. « Je ne veux pas que tout redevienne comme avant, » répondit Rodrigue, et il y avait une fermeté dans sa voix qui fit ouvrir les yeux de Marine. Parce que ce qui était avant n'était pas réel. C'était confortable, prévisible, mais ce n'était pas réel. Et après tout ce que j'ai traversé, après avoir été trahi et abandonné, j'ai appris que je préfère une solitude, honnête à une compagnie de convenance. « Rodrigue, soyez raisonnable, » intervint Gustave. « Vous ne rajeunissez pas. Vous avez besoin d'une épouse convenable, d'enfants qui perpétuent l'héritage familial. Et ma fille vous aime toujours, malgré tout. Ne soyez pas sot de jeter cela par orgueil. » Marine dut servir le plat principal à ce moment-là. Elle entra dans la salle à manger avec le plat d'agneau, servant chaque assiette avec des mains légèrement tremblantes. Quand elle arriva près de Rodrigue, il la regarda vraiment, et elle vit dans ses yeux une demande silencieuse. Pourquoi faire? Pour qu'elle tienne bon? Pour qu'elle croie en lui? Pour qu'elle n'abandonne pas? Elle hocha la tête imperceptiblement et retourna dans l'office. « Ce n'est pas de l'orgueil, » répondit finalement Rodrigue. « C'est de l'autopréservation et du respect de soi. Deux choses que j'ai apprises de la pire des manières à valoriser. »« Comme c'est dramatique, » soupira Hélène. « Tout le monde fait des erreurs, Rodrigue. Patricia a eu tort de vous quitter, mais elle est revenue. Cela devrait compter pour quelque chose. »« Ça compte, » acquiesça-t-il. « Ça compte qu'elle soit revenue quand il était sûr de revenir. Quand mon nom était lavé et mon compte bancaire intact. Mais où était-elle quand j'en avais vraiment besoin? Quand j'étais accusé de crimes que je n'avais pas commis? Quand ma réputation était détruite et que je pouvais à peine dormir la nuit de peur de finir en prison? » Le silence fut absolu. Marine pouvait imaginer l'inconfort dans la pièce, la tension qui devait être imprimée sur les visages de tous. « C'était injuste, » dit Patricia, sa voix froide maintenant. « J'étais jeune, Rodrigue. J'avais 23 ans. Mes parents m'ont conseillé de m'éloigner et j'ai suivi leurs conseils. Ce fut une erreur, j'admets. Mais allez-vous me punir pour toujours pour une erreur que j'ai commise quand j'étais pratiquement une enfant? »« Je ne vous punis pas, » répondit Rodrigue, et Marine entendit la fatigue dans sa voix. « Je reconnais simplement que nous ne sommes plus les mêmes personnes et que ce que nous avions, si tant est que nous ayons jamais eu quelque chose de réel, est terminé. Je ne peux pas revenir en arrière, je ne veux pas. »« Alors que voulez-vous » demanda Gustave, l'irritation claire dans sa voix. « Rester enfermé dans cette maison pour toujours? Devenir un vieil homme solitaire et aigri? Peut-être, dit Rodrigue. Ou peut-être que je veux juste la chance de construire quelque chose de nouveau, quelque chose basé sur une honnêteté réelle, pas sur des convenances sociales. » Marine dut servir le dessert. Ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit renverser la coupe de mousse devant Hélène. La femme la regarda avec dédain comme si elle était un insecte gênant. « Vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas ?» demanda Hélène, sa voix cinglante. Les femmes de chambre précédentes savaient au moins servir sans renverser. Marine sentit son visage brûler. « Pardon, madame, je n'ai pas renversé, mais je ferai plus attention. »« Voyez à le faire. » Hélène la congédia d'un geste de la main. Rodrigue s'est étendu, Marine le remarqua. Ses doigts serrèrent la fourchette avec une force excessive, la mâchoire serrée. Mais il ne dit rien. Il ne pouvait pas devant eux. Et Marine comprit, à ce moment-là, ce que signifiait réellement être entre des mondes différents. Cela signifiait une humiliation silencieuse. Cela signifiait avaler sa fierté.
Cela signifiait être invisible même quand elle était juste là. Le dîner se termina finalement vers 23 heures. Marine aida à nettoyer, lavant la vaisselle et rangeant tout, tandis que Marlène supervisait avec son regard de faucon. Du hall, on pouvait encore entendre les adieux. « Pensez à ce dont nous avons discuté, Rodrigue, » dit Gustave. « L'offre de Patricia est généreuse, et elle ne sera pas sur la table éternellement. »« Je comprends, » répondit Rodrigue, sa voix ne trahissant rien. « Je t'aime, Rodrigue, » dit Patricia, et Marine imagina qu'elle devait lui toucher le bras, faisant ce regard que les femmes belles des riches apprenaient à faire. « Je t'ai toujours aimé, et j'attendrai. Pas pour toujours, mais j'attendrai. » Quand finalement la porte se referma et que les pas des invités s'éloignèrent sur le trottoir, la maison plongea dans un silence lourd. Marine finit de sécher la dernière assiette, la rangea dans le placard et essuya ses mains sur son tablier. Il était presque minuit. Marlène était déjà partie, la laissant finir seule. Elle prit son sac et marcha jusqu'au hall, prête à partir. Mais Rodrigue était là, assis sur la dernière marche de l'escalier, sa cravate desserrée, les coudes appuyés sur les genoux, le visage enfoui dans ses mains. Marine s'arrêta. Elle devait avancer. Elle devait partir. Elle devait maintenir la distance professionnelle sur laquelle Marlène insistait tant. Mais en le voyant ainsi, si clairement épuisée et seule, elle n'y parvint pas. Rodrigue. Sa voix sortit doucement dans la pénombre du hall. Il leva la tête, et le regard qui la rencontra était rempli de tant de choses que Marine sentit son cœur se serrer. « Tu es encore là. »« Je finissais de nettoyer, » expliqua-t-elle. « Mais je m'en vais. »« Non, » il se leva rapidement. « Ne pars pas encore, s'il te plaît. » Marine le regarda, cet homme qui avait tout mais semblait n'avoir rien. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée de rester. »« Je sais que non, » admit-il en s'approchant. « Mais j'ai besoin de quelque chose de réel maintenant. Après des heures à faire semblant, des heures à porter des masques, j'ai juste besoin de quelque chose de vrai. Et tu es la seule chose vraie dans cette maison. Rodrigue, tu as entendu ce qu'ils ont dit, » parla Marine, sa voix se brisant un peu. « Ils ont raison. Tu as besoin de quelqu'un de ton monde, quelqu'un qui comprenne tes obligations, tes responsabilités. Je ne sais rien des dîners formels et des conversations d'affaires, et je ne me soucie de rien de tout ça, » l'interrompit-il, maintenant si près que Marine pouvait sentir sa chaleur. « Marine, tu as aussi entendu ce que j'ai dit? Je ne veux pas retourner à ça. Je ne veux pas d'une vie d'apparence et de convenance. Je veux... » « Quoi ?» demanda-t-elle, ses yeux rencontrant les siens. « Toi, dit-il simplement. Je te veux. Je veux tes chansons fredonnées et tes mains sales de terre quand tu t'occupes des plantes. Je veux tes histoires sur ta grand-mère et ta façon de sourire quand tu penses que personne ne regarde. Je veux me réveiller et savoir qu'il y a quelqu'un dans cette maison qui est là parce qu'il le veut, pas parce qu'il est payé pour être là ou parce qu'il espère gagner quelque chose. Je suis payé pour être ici, » rappela Marine, mais sa voix était faible. « Pas en ce moment. Pas maintenant, quand il est presque minuit et que tu aurais pu partir mais tu es resté parce que tu t'en soucies. Pas quand tu me regardes comme tu me regardes maintenant, comme si tu me voyais vraiment au-delà de l'argent et du nom de famille. » Marine sentit les larmes monter. « Je te vois. Mais Rodrigue, ça ne rend pas les choses plus faciles. En fait, ça rend tout plus compliqué. Parce que plus je te connais, plus je m'attache. Et plus je m'attache, plus je réalise à quel point nos mondes sont différents. Alors créons un nouveau monde, » dit-il, ses mains montant pour tenir son visage. Un monde qui soit seulement le nôtre. Ou peu importe d'où nous venons, seul compte notre destination. Tu parles comme si c'était simple. Ce n'est pas simple. Ce sera difficile et compliqué, et beaucoup de gens jugeront. Mais Marine, ses pouces caressèrent ses joues. Je suis fatigué du facile. Le facile m'a apporté Patricia, qui m'a abandonné. Le facile m'a apporté Viviane, qui m'a détruit. Peut-être que le difficile est exactement ce dont j'ai besoin. Peut-être que la vérité se trouve dans le difficile. Et si je ne suis pas assez forte, murmura-t-elle, pour les critiques, pour les jugements, pour tout ce qui vient avec le fait d'être avec toi? Tu es la personne la plus forte que je connaisse, dit Rodrigue avec conviction. Tu t'occupes seule d'une mère malade, tu travailles sans te plaindre, tu souris même quand tout fait mal. Si ce n'est pas de la force, je ne sais pas ce que c'est. Marine ferma les yeux, se permettant juste un instant de croire que peut-être, juste peut-être,
Quelque chose de bien pouvait arriver, qu'elle méritait peut-être cela. « Donne-moi une chance », demanda Rodrigue, son front contre le sien. « Lentement, à notre manière, mais donne-moi la chance de te prouver que ça peut marcher. »« Et Marlène » demanda Marine. « Et la société qui te juge ?»« Je m'occuperai de Marlène. Et la société m'a déjà jugé avant et j'ai survécu. Je peux survivre à nouveau. » Ce fut alors que Marine se permit enfin de céder. Elle se hissa sur la pointe des pieds et ses lèvres touchèrent les siennes. Ce fut un baiser doux, presque timide, mais chargé de promesses. Rodrigue l'attira plus près, approfondissant le baiser, et Marine sentit le monde disparaître autour d'elle. Il n'y avait plus de halles de manoir, plus de différences sociales, plus de peur. Il n'y avait que deux cœurs blessés cherchant à guérir l'un dans l'autre. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient à bout de souffle. Rodrigue reposa son front sur le sien, souriant d'une manière que Marine n'avait jamais vue. Authentique, libre, presque heureux. « Tu vas rater le dernier bus, murmura-t-il. « Probablement, convint-elle, mais elle ne bougea pas. « Je peux commander une voiture pour te raccompagner. »« Et donner plus de munitions à Marlène pour me haïr ? Non, merci. » Il rit, un son qui réchauffa la poitrine de Marine. « Alors laisse-moi au moins t'accompagner jusqu'à l'arrêt. »« Rodrigue, tu ne peux pas sortir dans la rue à presque minuit pour m'accompagner jusqu'à l'arrêt de bus. Imagine si quelqu'un te voit. »« Laisse-les voir, » dit-il avec une détermination qui la surprit. « Je suis fatigué de me cacher, de vivre dans la peur de ce que les autres vont penser. » Mais Marine fut plus sensée. Elle toucha son visage avec tendresse. « Une chose à la fois, tu te souviens ? Lentement. Faisons ça correctement. Ou ne le faisons pas. » Il soupira mais accepta. « D'accord. Lentement. Mais Marine, » il lui prit la main avant qu'elle ne s'éloigne. « C'est réel. Ce que je ressens, ce que nous commençons. C'est réel pour moi. »« Pour moi aussi, » admit-elle, aussi effrayant que ce soit, ayant. Marine quitta le manoir cette nuit-là avec le goût du baiser de Rodrigue, encore sur ses lèvres, et un mélange d'espoir et de terreur dans son cœur. Dans le bus presque vide qui la ramenait vers la banlieue, elle posa sa tête contre la fenêtre et se permit de rêver. Rêver d'un avenir où peut-être, juste peut-être, l'impossible pourrait devenir possible. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas prévoir, c'est que pendant qu'elle rêvait dans le bus, Marlène observait depuis une fenêtre du 2e étage, ayant tout vu à travers la vitre. Et dans ses yeux froids, une décision était prise. Une décision qui mettrait tout en péril. Les semaines qui suivirent furent les plus intenses et contradictoires de la vie de Marine. Pendant la journée, elle était la femme de ménage efficace et silencieuse, accomplissant ses tâches sous le regard de plus en plus vigilant de Marlène. Mais dans les moments volés, dans les précieuses minutes où l'administratrice sortait pour régler des affaires, ou quand Rodrigue la cherchait tard dans la nuit, il construisait quelque chose qui semblait à la fois fragile et indestructible. Il parlait de tout. Rodrigue racontait son enfance solitaire dans des internats, la pression de porter un nom de famille qui pesait comme une encre, ses parents qui l'aimaient à leur manière, mais n'étaient jamais présents. Marine partageait des souvenirs de sa mère en bonne santé, de sa grand-mère qui lui avait appris à aimer les plantes, de son père parti, mais dont elle se souvenait à peine du visage. Ils s'embrassaient en cachette dans le jardin d'hiver, parmi les orchidées qui témoignaient silencieusement. Rodrigue lui enseignait les différentes espèces, et Marine faisait semblant de ne pas savoir juste pour le voir s'animer, parlant de quelque chose qu'il aimait vraiment. Il touchait son visage comme s'il était fait de porcelaine, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il n'était pas assez prudent. Marine tombait amoureuse. Elle le savait, et luttait contre et s'y abandonnait en même temps. C'était dangereux, c'était mal à tant d'égards, mais c'était aussi la première fois de sa vie d'adulte qu'elle se sentait vue, valorisée, désirée pour qui elle était vraiment, et non pour ce qu'elle pouvait offrir. Mais Marlène observait, toujours observait. Ce fut un mardi d'avril, 3 mois après que Marine eut commencé à travailler au manoir, que tout commença à s'effondrer. Marine arriva pour travailler et trouva Marlène dans la cuisine, une expression sur le visage qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer complètement. Triomphe? Satisfaction? Quelque chose de sombre qui fit se nouer l'estomac de Marine. « Bonjour, Madame Marlène », salua-t-elle comme toujours. «
rangeant son sac dans le placard. « Asseyez-vous, Marine, nous devons parler. » Le ton n'admettait aucun refus. Marine s'assit sur la chaise que Marlène lui indiqua, les mains jointes sur ses genoux, se préparant au pire. « Vous êtes une jeune femme intelligente, » commença Marlène, sa voix d'une douceur trompeuse. « Vous avez donc dû remarquer que je sais ce qui se passe entre vous et Monsieur Rodrigue. » Marine sentit le sang se glacer dans ses veines, mais garda un visage neutre. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, madame. »« Ne m'insultez pas en feignant l'innocence, » dit Marlène, toute prétention de gentillesse disparaissant. « Je vois la façon dont il vous regarde, la façon dont vous le regardez. Les rencontres tardives, les conversations murmurées. Vous croyez que je suis aveugle? Madame Marlène? Laissez-moi vous raconter une histoire, Marine. » Marlène se pencha en avant. « Il y a 5 ans, il y avait une autre fille, Viviane. Belle, charmante, exactement comme vous. Elle a aussi su gagner la confiance de Monsieur Rodrigue. Elle a aussi su faire ses yeux innocents, ce doux sourire. Et elle l'a presque complètement détruit. Il a fallu des mois à Rodrigue pour faire confiance à nouveau à quelqu'un, des années pour reconstruire ce qu'elle avait détruit. Et je ne permettrai pas que cela se reproduise. »« Je ne suis pas comme elle, » dit Marine, sa voix ferme malgré la peur. « Je ne veux pas son argent, je ne veux rien d'autre que lui. » Marlène rit sans humour. « Ah, Marine, vous croyez être la première à dire ça? Viviane a dit la même chose. Elle a juré un amour éternel. Et regardez ce que ça a donné. Elle l'a utilisé, manipulé, et l'a presque mis en prison. Je ne ferai jamais ça. Je l'aime. » Les mots sortirent avant que Marine ne puisse les retenir, et dans le silence qui suivit, elle réalisa son erreur. Elle avait admis. Elle avait donné à Marlène exactement la munition dont elle avait besoin. « Vous l'aimez, » répéta Marlène, le sarcasme évident. « Une femme de ménage qui travaille ici depuis 3 mois pense aimer l'un des hommes les plus riches de Paris, comme c'est pratique. » Et lui, le pauvre, dans sa fragilité émotionnelle, a répondu « Comme c'était prévisible. » « Ce n'était pas comme ça, » tenta d'expliquer Marine. « C'était sincère, c'était une erreur, » coupa Marlène. « Une erreur que je vais corriger maintenant, avant qu'elle ne cause plus de dégâts. Vous êtes renvoyée, Marine. Je veux que vous preniez vos affaires et que vous partiez, aujourd'hui. » Marine sentit comme si on lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. « Vous ne pouvez pas faire ça, madame. Je n'ai rien fait de mal. J'ai rempli toutes mes obligations. »« Vous avez séduit votre employeur, » dit froidement Marlène. « Vous avez utilisé votre position pour obtenir des avantages. C'est un motif suffisant de licenciement pour faute grave. Vous ne recevrez aucune indemnité. Vous pouvez vous estimer heureuse que je ne vous accuse pas formellement de harcèlement. » « Harcèlement ?» Marine se leva, l'indignation surpassant la peur. C'était mutuel. Nous nous soucions l'un de l'autre. « Et vous croyez qu'il va vous choisir ?» Marlène se leva aussi, ses yeux comme des dagues de glace. « Quand il devra choisir entre vous et sa position sociale, entre vous et l'héritage de la famille, entre vous et l'approbation des gens de son cercle. Ma chère, il peut vous apprécier maintenant, il peut même penser qu'il ressent quelque chose de spécial. Mais quand la pression réelle viendra, quand sa famille prendra position, quand il réalisera le scandale que ce serait de s'impliquer sérieusement avec la femme de ménage, il vous quittera, comme il a quitté toutes les autres. »« Vous avez tort, » dit Marine, mais sa voix était moins convaincue qu'elle ne l'aurait voulu. « Ai-je tort ?» Marlène sourit, mais c'était un sourire cruel. « Alors testons. Je vais lui dire que je vous ai renvoyé parce que j'ai remarqué que vous détourniez de petites sommes. Rien de grand, juste assez pour être crédible. 50 € par-ci, 100 par-là. Nous verrons s'il vous défend, ou si la graine de doute que j'ai plantée va germer. Il ne croira jamais ça, insista Marine, mais la peur grandissait. Rodrigue avait déjà été trahi, manipulé, utilisé. Et si Marlène parvenait à planter ce doute? Et s'il ne la croyait pas? « Vous pariez votre relation là-dessus » demanda Marlène. « Parce que je ne bluffe pas, Marine. Je peux faire de votre vie un enfer. Je peux vous garantir que vous ne trouverez plus jamais d'emploi dans aucune famille respectable de Paris. Je peux faire en sorte que vous soyez vu comme l'escroc qui a tenté de profiter d'un homme vulnérable. C'est ce que vous voulez ?» Marine sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle ne tomberait pas. Elle ne donnerait pas cette satisfaction à Marlène. « Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi me détestez-vous tant ?» Pendant un instant,
Quelque chose traversa le visage de Marlène. Quelque chose qui ressemblait à une ancienne douleur, un profond ressentiment. « Parce que j'ai été à votre place, » dit-elle, sa voix plus basse. « Il y a 25 ans, quand j'étais jeune et naïve comme vous. Je suis tombée amoureuse du patron. J'ai cru que c'était réel, qu'il m'aimait vraiment, jusqu'à ce qu'il épouse une femme de son niveau social et me renvoie comme si j'étais un déchet. J'ai appris de la pire des manières que les gens comme nous ne se mélangent pas avec les gens comme eux, et je ne vous laisserai pas apprendre comme j'ai appris, en détruisant une vie dans le processus. Alors c'est ça, réalisa Marine. Vous vous protégez vous-même à travers moi. Vous tuez ce que vous auriez pu avoir à travers ce que j'ai. Je suis réaliste, répondit Marlène, et je vais vous donner une dernière chance. Partez de votre plein gré. Dites-lui que vous avez trouvé un autre emploi, que votre mère a besoin de plus d'attention, n'importe quelle excuse. Mettez fin à cela avant que ça ne devienne un plus grand désastre. Ou je reste, et je détruis votre réputation et je plante tant de doutes dans la tête de Rodrigue qu'il vous renverra lui-même. Le choix vous appartient. » Marine regarda cette femme qui avait tout le pouvoir dans cette situation et sentit une rage impuissante monter en elle. Mais que pouvait-elle faire? Il était vrai que Marlène avait l'influence, les contacts, l'accès à Rodrigue, qu'elle n'avait pas. Il était vrai qu'un mot d'elle pouvait tout détruire. « J'ai besoin de lui parler d'abord, » dit Marine finalement. « J'ai besoin qu'il entende ma version. »« Vous croyez que vous allez réussir à l'approcher avant moi ?» Marlène rit. « Soyez réaliste, Marine. Il est au bureau en train de travailler. Il n'accepte pas les interruptions. Et quand je monterai tout à l'heure pour lui apporter les documents qu'il a demandés, je lui raconterai ma version. La version qui inclut des billets de 50 € manquants dans la caisse de fourniture, de petits bijoux qui ont disparu et sont réapparus par coïncidence juste après que vous ayez nettoyé ces pièces. Qui croira-t-il à votre avis? L'administratrice qui travaille pour la famille depuis 15 ans ou la femme de ménage qui est arrivée il y a 3 mois? Marine sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Marlène avait pensé à tout. Elle avait préparé son piège avec soin. Et Marine y était tombée directement en admettant ses sentiments. « Je ne partirai pas sans me battre, » dit Marine, même si elle savait que c'était une bataille perdue. « Alors préparez-vous à perdre, » répondit Marlène, « parce que quand j'aurai fini, il ne voudra même plus vous regarder. » Ce fut alors que la porte de la cuisine s'ouvrit et que Rodrigue entra. Il était pieds nus, vêtu seulement d'un pantalon de survêtement et d'un t-shirt blanc, les cheveux ébouriffés comme s'il les avait passés plusieurs fois dans ses mains. Il regarda de Marine à Marlène, et même sans comprendre complètement ce qui se passait, il perçut la tension dans l'air. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, sa voix chargée d'autorité. Marlène changea immédiatement de posture, prenant une expression de préoccupation. « Monsieur Rodrigue, j'allais monter vous parler. C'est à propos de Marine, je crains que nous ayons besoin d'une conversation sérieuse. »« À propos de moi ?» Rodrigue regarda Marine, voyant la panique mal dissimulée sur son visage. « Marine, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Elle m'accuse de voler, » dit Marine rapidement, avant que Marlène ne puisse parler. « Elle invente que j'ai détourné de l'argent et des objets. Elle essaie de me renvoyer. » Rodrigue se tourna vers Marlène, son visage se durcissant. « Est-ce vrai ?»« Monsieur Rodrigue, je ne voulais pas aborder cela de cette manière, mais puisqu'elle l'a dit elle-même, commença Marlène, sa voix prudente. J'ai remarqué quelques irrégularités, de petites sommes disparaissant, des objets qui se sont volatilisés, et toutes les coïncidences désignent Marine. Quels objets? Demanda Rodrigue, les bras croisés. La broche de perles de votre mère qui était dans le coffre de sa chambre. La vieille montre de votre grand-père qui se trouvait dans la bibliothèque. 100 € qui étaient gardés pour payer le jardinier. Je n'ai jamais rien pris de tout ça, s'exclama Marine, les larmes s'échappant enfin. Je ne savais même pas que ça existait. Rodrigue, tu dois me croire. Je n'aurais jamais... Bien sûr qu'elle nie, intervint Marlène. Tous nient quand ils sont confrontés. Mais monsieur Rodrigue, vous ne pouvez pas être naïf à nouveau. Vous avez déjà été utilisé et trahi. Vous ne pouvez pas laisser cela se reproduire. Ce fut comme si un interrupteur avait été actionné. Marine vit le changement chez Rodrigue. Elle vit quand le doute commença à s'infiltrer, quand les souvenirs de Viviane et de toute la douleur qu'elle avait causée refirent en surface. Elle vit quand les murs qu'il avait abaissés pour elle commencèrent à se relever. « Rodrigue » murmura-t-elle, faisant un pas vers lui. Il recula. Ce fut un petit mouvement, presque imperceptible,
Mais Marine sentit comme si elle avait été poignardée. Il ne la croyait pas, ou du moins il doutait. Et le doute, elle le savait, était tout ce dont Marlène avait besoin pour gagner. « Marine, commença Rodrigue, passant sa main dans ses cheveux. « J'ai besoin de voir les preuves. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Marlène, montrez-moi les registres des choses qui sont censées manquer. » « Censées ?» Marlène feignit l'offense. « Monsieur Rodrigue, j'essaie juste de vous protéger, comme je l'ai fait toutes ces années, comme j'ai promis à votre mère de le faire. »« Alors montrez-moi les preuves, » insista Rodrigue, mais sa voix était moins ferme. « Si Marine a vraiment volé quelque chose, je veux des preuves concrètes. »« Bien sûr, monsieur. Je vais chercher tout ça. Mais en attendant, je pense qu'il serait préférable que Marine reste éloignée des zones de la maison où se trouvent des objets de valeur, juste par précaution. »« Je ne suis pas une voleuse !» cria Marine, sa voix se brisant. « Rodrigue, regarde-moi, tu me connais, tu sais qui je suis. Comment peux-tu la croire, elle, plutôt que moi ?» Rodrigue la regarda enfin, la regarda vraiment, et ce que Marine vit dans ses yeux lui brisa le cœur. Peur, doute, et pire, quelque chose qui ressemblait à du regret, comme s'il regrettait de lui avoir fait confiance, de s'être ouvert, de s'être permis de ressentir. « Je veux te croire, dit-il, et sa voix sonnait si fatiguée. « Mais j'ai déjà vécu ça, Marine. J'ai déjà cru quelqu'un qui jurait son innocence pendant qu'il me détruisait de l'intérieur. Comment savoir? Comment être sûr que je ne refais pas la même erreur ?» Marine sentit quelque chose se briser en elle. Parce que quand on aime quelqu'un, on fait confiance, on croit. On donne le bénéfice du doute. Mais tu ne m'aimes pas assez pour ça, n'est-ce pas? Au final, je ne suis qu'une employée, la fille de la banlieue que tu as trouvée intéressante un instant, mais qui ne serait jamais vraiment digne de confiance. Ce n'est pas ça, tenta Rodrigue, mais sa voix était faible. C'est exactement ça, dit Marine, et maintenant les larmes coulaient librement sur son visage. Au fond, tu n'as jamais réussi à me voir comme ton égal. J'ai toujours été l'employé que tu t'amusais à embrasser en cachette, mais quand il a fallu vraiment faire confiance, vraiment croire en moi, tu as choisi la facilité. Tu as choisi de protéger ton cœur au lieu de risquer pour moi. Marine, s'il te plaît, donne-moi du temps. Laisse-moi enquêter, laisse-moi. Comprendre ce qui se passe, demanda Rodrigue, lui tendant la main. Elle recula comme il avait reculé d'elle quelques minutes plus tôt. Non, je n'attendrai pas pendant que vous et elle inventez d'autres accusations. Je ne resterai pas ici à être traitée comme une criminelle. Marine retira son tablier, le jeta sur une chaise. Madame Marlène a gagné. Félicitations. Vous avez obtenu exactement ce que vous vouliez. Marine, ne soyez pas précipitée, dit Marlène, mais il y avait un triomphe mal dissimulé dans sa voix. Précipitée? Marine rit sans humour. La seule chose que j'ai faite de précipitée, c'est de croire que quelqu'un comme moi pourrait avoir quelque chose de réel avec quelqu'un comme lui. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous dérangerai plus. Vous pouvez retourner à votre vie parfaite et contrôlée. Elle se dirigea vers la porte, mais Rodrigue lui barra le chemin. « S'il te plaît, ne pars pas comme ça. Laisse-nous parler quand j'aurai plus d'informations. Laisse-moi. »« Me laisser ?» Marine le fixa, et il y avait tant de douleur dans ses yeux que Rodrigue sentit son cœur se serrer. « Tu m'as déjà laissé, Rodrigue. Au moment où tu as douté de moi, tu m'as laissé. Parce que l'amour sans confiance n'est pas l'amour. C'est juste un beau mensonge qu'on se raconte. Je te fais confiance, insista-t-il, mais les mots sonnèrent creux, même à ses propres oreilles. Non, tu ne me fais pas confiance. Et tu sais quoi? Je comprends. Je comprends que Viviane t'a tellement blessé que tu n'arrives plus à faire confiance à personne. Je comprends que toute ta vie tu as été utilisé et manipulé. Mais je ne suis pas elle, Rodrigue. Et le fait que tu n'arrives pas à voir ça, que tu n'arrives pas à séparer les choses, signifie que tu n'es pas encore prêt pour quelque chose de réel. Tu es encore prisonnier du passé. Marine, sa voix se brisa. Je te souhaite bonne chance, dit-elle en le contournant. J'espère qu'un jour tu trouveras quelqu'un en qui tu pourras vraiment avoir confiance, quelqu'un que le passé ne pourra pas ternir. Mais cette personne, ce n'est pas moi. Du moins, pas à tes yeux. Marine prit son sac dans le placard et sortit de la cuisine. Elle traversa le hall, passant devant les œuvres d'art chères et les meubles anciens, sentant chaque
pas comme un adieu. Lorsqu'elle arriva à la porte d'entrée, elle regarda une dernière fois derrière elle. Rodrigue était immobile dans l'encadrement de la porte de la cuisine, Marlène derrière lui. Il semblait dévasté, mais il ne la suivit pas. Il ne la rappela pas. Et Marine comprit que c'était vraiment la fin. Elle ferma la porte derrière elle et descendit les marches de marbre pour la dernière fois. Lorsque le portail se referma derrière elle, elle sentit qu'une partie de son âme était restée prisonnière à l'intérieur de cette demeure. Dans le bus de retour chez elle, Marine s'autorisa à pleurer. Elle pleura l'ingénuité d'avoir cru que cela pourrait fonctionner. Elle pleura l'amour qu'elle avait ressenti et perdu si rapidement. Elle pleura le regard de Rodrigue quand il avait douté d'elle, la trahison qui faisait plus mal que n'importe quelle fausse accusation. Quand elle arriva chez elle, elle trouva sa mère, Célia, éveillée et inquiète. « Marine, pourquoi es-tu rentrée si tôt et pourquoi pleures-tu » Marine s'effondra dans les bras fragiles de Célia et raconta tout. Chaque mot, chaque instant, chaque douleur. Sa mère l'écouta en silence, lui caressant les cheveux comme elle le faisait quand Marine était enfant et que le monde semblait trop grand et trop effrayant. « Ma fille, dit Célia quand Marine eut enfin cessé de parler, tu as fait ce qu'il fallait. Un homme qui ne te fait pas confiance quand cela compte le plus ne te mérite pas. Et s'il ne peut pas voir ta valeur, ton caractère, alors ce n'était pas le bon homme, même si tu l'aimais. Mais je l'aime encore, maman, sanglota Marine. Je l'aime encore et ça fait tellement mal. Je sais, ma chérie, je sais, mais la douleur passera. Et tu trouveras des forces que tu ne savais même pas avoir. Tu en trouves toujours. Cette nuit-là, Marine appela une ancienne connaissance qui travaillait dans un petit café du côté du boulevard Saint-Germain. Elle demanda s'il y avait des postes à pourvoir. 2 heures plus tard, elle avait un nouvel emploi qui devait commencer le lundi suivant. Cela payait moins que la maison. Beaucoup moins. Mais c'était honnête, et elle n'aurait pas à voir Rodrigue tous les jours. Elle n'aurait pas à porter la douleur d'être si proche et si loin à la fois. Pendant ce temps, dans la demeure de Neuilly-sur-Seine, Rodrigue était dans son bureau, avec Marlène, les prétendues preuves éparpillées sur sa table. Une broche de perles dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Une montre qu'il n'avait pas vue depuis des années. Des reçus de retrait d'argent que Marine aurait prétendument effectués. « Tout cela semble très commode, » murmura-t-il en étudiant les papiers. « Comment ça, monsieur » demanda Marlène, sa voix prudente. « Toutes ces choses qui apparaissent exactement quand vous décidez que Marine est une menace. Tous ces enregistrements que vous n'avez commodément remarqués que maintenant » Rodrigue leva les yeux vers elle. « Avez-vous déjà pensé que je ne suis peut-être pas aussi idiot que... » « Vous l'imaginez » Marlène cligna des yeux, surprise par son ton. « Monsieur Rodrigue, je ne comprends pas. Vous avez tout monté, ce n'était pas une question. Vous avez planté les preuves, créé les évidences. Tout pour éloigner Marine de moi. Pourquoi, Marlène? Pourquoi la détestez-vous tant? Je ne la déteste pas, je ne fais que vous protéger. » « Protéger ou contrôler ?» Rodrigue se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. « Vous lui avez parlé de votre passé, n'est-ce pas? De la façon dont vous êtes tombée amoureuse de votre patron et avez été rejetée. Et maintenant, vous projetez votre douleur sur elle, la punissant pour ce qui vous est arrivé. » Marlène pâlit. « Comment avez-vous... » « Marine m'a appelé, mentit-il, se tournant pour lui faire face. « Avant de partir, elle m'a tout raconté. La conversation que vous avez eue dans la cuisine, les menaces que vous avez proférées, et surtout la raison pour laquelle vous faites cela. Ce n'est pas pour moi, Marlène. C'est pour vous. C'est pour la femme que vous étiez, il y a 25 ans, et qui n'a jamais pu pardonner au monde d'avoir été blessée. Monsieur Rodrigue, elle ment. Elle essaie de vous manipuler à nouveau. » Tenta Marlène, mais sa voix l'a trahi. « Non, » dit Rodrigue avec une certitude qui le surprit lui-même. « Elle ne mentait pas, parce que Marine ne m'a jamais menti, pas une seule fois. Elle a toujours été honnête, parfois douloureusement honnête. Et moi, j'ai été le lâche qui a douté d'elle au premier obstacle, qui ai laissé mon passé contaminer mon présent. » Il s'approcha de la table et commença à examiner les documents de plus près. Ce reçu de retrait, par exemple, la signature. Ce n'est pas celle de Marine, loin de là, n'importe quel expert le dirait. Et cette broche de perles, ma mère vous l'a donnée il y a 10 ans, Marlène. J'étais là à son anniversaire quand elle a dit qu'elle voulait que vous l'ayez parce que vous aviez toujours été loyal envers la famille. Marlène ouvrit la bouche, mais rien n'en sortit. Et la montre de mon grand-père?
Elle est dans le tiroir de mon bureau depuis 3 ans, depuis que je l'ai fait réparer et que j'ai oublié de la reprendre, continua Rodrigue, sa voix devenant plus dure. Vous pensiez que je n'allais pas vérifier, que j'allais simplement accepter vos accusations parce que j'ai peur d'être trahi à nouveau. J'essayais juste de vous protéger, dit finalement Marlène, et il y avait des larmes dans ses yeux maintenant. Elle n'est pas bonne pour vous. Elle est pauvre, sans éducation, sans rien à offrir à part. À part quoi? Cria presque Rodrigue. À part l'honnêteté, la sincérité, un amour qui ne demandait rien en retour? Marlène, vous ne m'avez pas protégé. Vous m'avez volé la seule chose réelle que j'avais trouvée depuis des années. Vous ne comprenez pas, pleura Marlène. Je vous ai vu être détruit par Viviane. J'ai vu la souffrance, les nuits sans sommeil, le désespoir. Je ne peux pas revivre ça, je ne peux pas vous voir souffrir comme ça à nouveau. Alors, vous préférez me voir seul, vous avez préféré me voler la chance d'être heureux parce que vous avez peur que je souffre. Rodrigue rit sans humour. Vous savez ce qui est pire, Marlène. Vous avez raison sur une chose, je vais souffrir. Mais pas à cause de Marine, je vais souffrir parce que j'ai moi-même détruit ce que nous avions en ne lui faisant pas confiance quand cela comptait le... Plus. Il se dirigea vers la porte, se retournant une dernière fois. Vous êtes renvoyé. Je veux que vous preniez vos affaires et que vous quittiez ma maison avant la fin de la journée. Je préparerai une indemnité généreuse pour vos années de service. Mais je ne veux plus vous voir ici. Monsieur Rodrigue, s'il vous plaît. Marlène tomba à genoux, un geste qu'elle n'avait jamais imaginé faire. Cette maison est tout ce que j'ai. Vous et cette famille êtes tout ce que j'ai. Je n'ai nulle part où aller. Vous auriez dû y penser avant de détruire ma vie, dit Rodrigue, et il sortit du bureau sans un regard en arrière. Il passa les jours suivants dans un état de torpeur. Il tenta d'appeler Marine, mais le numéro était déconnecté. Il se rendit à l'adresse qui figurait sur ses documents d'embauche et découvrit qu'elle avait déménagé. La voisine, une femme âgée, lui dit que Marine et sa mère étaient repartis pour un endroit plus petit, moins cher, après qu'elle eut perdu le meilleur emploi qu'elle avait. Rodrigue sentit la culpabilité comme un poids physique sur sa poitrine. À cause de lui, à cause de son incapacité à faire confiance, Marine se trouvait maintenant dans une situation pire que lorsqu'il l'avait rencontrée. Patricia appela. Il ne répondit pas. Son oncle appela pour lui demander de revenir aux affaires familiales. Il lui raccrocha au nez. Rien n'avait d'importance si Marine n'était pas là. La maison redevint le mausolée silencieux qu'elle avait toujours été, mais c'était pire maintenant, parce qu'il savait ce que c'était quand elle était là, fredonnant doucement, s'occupant des plantes, apportant de la vie à ces murs morts. Les orchidées commencèrent à faner. Il essaya de s'en occuper, mais il n'avait pas le toucher de Marine, sa patience, l'amour, qu'elle mettait dans chaque geste. Une à une, les fleurs mouraient, et Rodrigue sentit comme si chaque pétale qui tombait était un morceau de son âme. Ce fut un vendredi soir, 3 semaines après le départ de Marine, qu'il renonça finalement à essayer d'être fort. Il prit la bouteille de whisky la plus chère de sa collection, s'assit par terre dans le jardin d'hiver, parmi les orchidées mortes, et but jusqu'à ce que la douleur devienne un peu plus supportable. C'est là que son meilleur ami de faculté, Daniel, le trouva. Il avait appelé inquiet et comme Rodrigue ne répondait pas, il utilisa la clé qu'il avait pour les urgences pour entrer. « Mec, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda Daniel, regardant autour du jardin d'hiver dévasté et son ami assis par terre, plus détruit que les plantes. « J'ai tout gâché, » dit Rodrigue, sa voix traînante à cause de l'alcool. « J'ai rencontré la femme parfaite et j'ai tout gâché parce que je suis un lâche traumatisé qui n'arrive pas à faire confiance à personne. » Daniel s'assit à côté de lui, prit la bouteille et but une gorgée. « Raconte tout. » Et Rodrigue raconta, chaque détail, chaque instant, chaque erreur. Il parla de Marine et de son sourire qui illuminait la maison, de la façon dont elle n'avait jamais rien demandé, n'avait jamais rien voulu d'autre que lui, de Marlène et de ses mensonges. Et surtout, de la façon dont il avait douté de Marine au moment crucial, comment il avait choisi sa peur plutôt que son amour. « Tu es un idiot, » dit Daniel quand il eut terminé. « Je sais. Non, sérieusement. Tu es un idiot monumental, » insista Daniel. « Rodrigue, tu as passé 5 ans à te cacher dans cette maison parce que Viviane t'a trahi. 5 ans à construire des murs, si haut que personne ne pouvait s'approcher. Et quand enfin quelqu'un de sincère, quelqu'un de réel apparaît, tu fuis parce que tu as peur de souffrir à nouveau. Tu sais ce que c'est?
De la lâcheté. Merci pour l'analyse, docteur Phil, grommela Rodrigue. Tu ne veux pas continuer comme ça, continua Daniel, vieux et seul dans cette immense demeure, entouré de souvenirs et de regrets. C'est ce que tu veux? Je ne sais pas ce que je veux. Si, tu sais, tu la veux, cette Marine, tu la veux de retour. Daniel se leva, entraînant Rodrigue avec lui. Alors arrête d'être un idiot auto-apitoyé et va la chercher. Elle ne voudra pas de moi. Tu n'as pas vu son regard quand je suis parti. Elle était détruite. Eh bien, alors tu vas devoir travailler dur pour regagner sa confiance. Tu vas devoir prouver que tu as appris, que tu as changé, que tu es digne de son amour. Daniel donna une tape dans le dos de Rodrigue. Mais la première étape est de te lever de ce sol et de prendre une douche parce que tu pues l'échec et le whisky cher. Cela prit quelques jours, mais Rodrigue réussit finalement à trouver Marine. Elle travaillait dans un petit café du boulevard Saint-Germain, servant des cafés et des sandwichs au personnel de bureau pressé. Elle portait un simple tablier bleu, les cheveux attachés n'importe comment, comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent en elle. Une dureté qui n'était pas là auparavant. Un mur qu'elle avait construit autour de son cœur. Rodrigue attendit. Il s'assit à une table dans un coin du café et attendit que le mouvement se calme. Quand Marine vint enfin à sa table pour nettoyer la suivante, elle se figea en le voyant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix sortit froide, contrôlée. « Je prends un café, » répondit-il, « et j'attends une chance de te parler. »« Nous n'avons rien à nous dire, » dit-elle, se retournant pour s'en aller. « Marine, s'il te plaît. » Il lui tint légèrement le poignet. Elle regarda sa main sur la sienne avec une expression si blessée que Rodrigue eut envie de se frapper. Il la relâcha immédiatement. « Juste 5 minutes, c'est tout ce que je demande. »« Tu ne mérites même pas 5 secondes de mon temps, » répondit-elle. « Tu m'as accusé d'être une voleuse, Rodrigue. Tu m'as comparé à la femme qui t'a détruit. Tu as douté de moi quand j'avais le plus besoin que tu croies en moi. Je sais, et j'avais tort, complètement tort, admit-il. Marlène a menti, elle a tout inventé. Les preuves étaient fausses, les accusations infondées. Et moi, j'ai été un idiot de douter de toi. Tu as découvert ça, c'est ça? Marine croisa les bras. Après combien de temps? 1 semaine? 2? Et maintenant tu viens ici en pensant qu'une excuse va tout arranger. Je ne pense pas que ça va arranger les choses, dit Rodrigue. Je sais que j'ai détruit ta confiance en moi. Je sais que je t'ai blessé d'une manière que les mots ne peuvent pas réparer. Mais Marine, je t'aime. Et je sais que je n'ai pas le droit de dire ça après tout. Mais c'est la vérité. Marine sentit les larmes monter, mais elle cligna furieusement des yeux pour les retenir. L'amour sans confiance n'est pas l'amour, Rodrigue, je te l'ai dit, et tu as prouvé que j'avais raison. Alors laisse-moi regagner ta confiance, demanda-t-il en se levant. Lentement, à ta manière, à ton rythme, mais laisse-moi essayer de prouver que je peux être l'homme que tu mérites. Je ne veux plus faire partie de ton monde, dit Marine, sa voix se brisant. Je ne veux plus avoir à prouver ma valeur, à lutter contre les préjugés et les jugements. Je ne veux plus te regarder et me souvenir de ce que j'ai ressenti quand tu as douté de moi. Alors laisse-moi entrer dans ton monde, répondit Rodrigue. Tu n'as pas besoin de venir à la demeure, tu n'as pas besoin de rencontrer des gens de mon cercle social. Je viens ici, je viens dans ton monde. Je prouve que je peux être plus que le simple héritier riche et traumatisé. Marine secoua la tête. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas une question de monde différent. C'est une question de toi, Rodrigue. C'est le fait que quand la pression est arrivée, quand tu as dû choisir entre me défendre et te protéger, tu as choisi de te protéger. Et je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui fera toujours ce choix. Tu as raison, admit-il. J'ai fait le mauvais choix. Mais Marine, j'ai appris. La douleur de ces derniers jours m'a appris plus que 5 ans d'isolement. Elle m'a appris que la protection, sans risque, n'est pas vivre, c'est juste exister. Et je ne veux plus juste exister. Marine le regarda un long moment, et Rodrigue vit la bataille se dérouler dans ses yeux. La partie d'elle qui voulait croire luttait contre la partie qui avait été trop blessée. « Je dois travailler, dit-elle finalement. Mon patron va être fâché si je reste là à discuter. »« Je peux revenir demain ?» demanda Rodrigue. « C'est un pays libre, répondit-elle, et elle s'en alla. Mais Rodrigue vit. Il vit le regard qu'elle jeta par-dessus son épaule. Il vit la façon dont ses mains tremblaient un peu. Il vit que, malgré tout, il y avait peut-être encore une chance. Et alors il revint. Le jour suivant, et le suivant, et le suivant.
Tous les jours, Rodrigue apparaissait au café, commandait un café, s'asseyait à la même table et attendait. Il ne forçait pas les conversations, ne faisait pas de grands gestes. Il était juste là, constant, présent, prouvant par ses actions et non par ses mots qu'il était prêt à attendre aussi longtemps que nécessaire. Marine tenta de l'ignorer. Elle tenta de faire comme si sa présence ne l'affectait pas. Mais comment cela pouvait-il ne pas l'affecter alors qu'il était là, tous les jours, avec ses yeux qui semblaient demander pardon à chaque regard? Ce fut la 2e semaine qu'elle céda finalement. « Pourquoi continues-tu à venir ici ?» demanda-t-elle en posant son café sur la table. « Parce que j'ai promis de prouver que j'ai changé. Et les hommes qui veulent changer apparaissent. Reste, attendent, répondit-il simplement. « Tu n'as plus rien à faire? Une entreprise à gérer? Des amis à voir ?» demanda-t-elle, et il y avait une pointe de sarcasme dans sa voix. « Rien de plus important que d'être ici, dit-il, et elle vit qu'il était sincère. Marine soupira, s'asseyant sur la chaise en face de lui un instant. Le café était vide, c'était le milieu de l'après-midi, le mouvement s'était calmé. « Rodrigue, ce n'est pas sain. Tu ne peux pas mettre ta vie en pause pour moi. »« Je ne la mets pas en pause. Je réorganise mes priorités, corrigea-t-il. Et tu es ma priorité. D'ailleurs, j'ai renvoyé Marlène. » Marine cligna des yeux, surprise. « Renvoyé ? Le jour même où tu es parti, après avoir réalisé qu'elle avait tout monté. Je lui ai donné une indemnité généreuse, mais je ne la voulais plus. Dans la maison. Pas après ce qu'elle a fait, expliqua Rodrigue. Et j'ai fait plus. J'ai donné 1 million d'euros à l'hôpital où ta mère est soignée. Spécifiquement pour un fonds qui aidera les patients à faible revenu atteints de cancer. » Marine sentit son cœur se serrer. « Tu n'avais pas besoin de faire ça. »« Si, j'en avais besoin. Parce que ta mère est malade et que tu dois travailler à 2 emplois pour payer son traitement. Oui, je sais pour l'emploi de nuit que tu as pris pour nettoyer des bureaux, dit-il quand elle ouvrit la bouche pour demander. Et je sais que tu dors à peine, que tu manges à peine et que tu te tues au travail. Alors j'ai fait ce que je pouvais pour alléger au moins ce fardeau. » Les larmes que Marine avait retenues tombèrent finalement. Cela ne change rien à ce qui s'est passé entre nous. Je sais, mais je ne l'ai pas fait pour nous. Je l'ai fait pour toi. Parce que tu mérites d'avoir moins de poids sur les épaules. Parce que ta mère mérite d'avoir accès aux meilleurs traitements. Et parce que, même si tu ne me pardonnes jamais, même si ne me donnes jamais une autre chance, je me soucie toujours de toi et je veux que ta vie soit meilleure, dit Rodrigue, la voix étranglée. Marine couvrit son visage de ses mains, ses épaules tremblant de sanglots silencieux. Rodrigue voulut se lever, voulut l'embrasser, mais il se contrôla. Il fallait que ce soit à son rythme, à sa manière. « Tu m'as tellement blessé, dit-elle finalement, en essuyant ses larmes. Quand tu as douté de moi, quand tu as choisi de la croire au lieu de me croire, c'est comme si tout ce que nous avions vécu n'avait rien signifié. Comme si j'étais jetable. Tu n'as jamais été jetable pour moi, dit Rodrigue, sa propre voix se brisant. Tu as été la chose la plus précieuse que j'ai jamais eue, et j'ai détruit ça parce que j'avais peur, parce que j'ai laissé mon traumatisme parler plus fort que mon cœur. Et comment savoir que ça n'arrivera plus ? Demanda Marine, le regardant directement. Comment savoir que la prochaine fois que quelqu'un sèmera le doute, tu ne croiras pas à nouveau ? Comment te faire confiance quand tu n'as pas réussi à me faire confiance ? Rodrigue respira profondément. Il n'y a aucun moyen de savoir. Il n'y a pas de garanties en amour, Marine. Mais ce que je peux te promettre, c'est que j'ai appris que le doute détruit plus vite que n'importe quelle trahison réelle ne le pourrait. J'ai appris que protéger mon cœur ne sert à rien si, dans le processus, je perds ce qui rend le fait d'avoir un cœur digne d'être vécu. Et j'ai appris que toi, même avec toute la douleur que je t'ai causée, tu es toujours la seule personne que je veux à mes côtés. Le chef de Marine apparut à la porte de la cuisine. « Marine, il y a un client qui attend. » Elle se leva rapidement, essuyant son visage. « J'y vais. » Elle regarda Rodrigue une fois de plus. « J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de temps. Autant de temps que tu auras besoin, promit-il. Je serai là, tous les jours, à t'attendre. » Et il tint sa promesse. Jour après jour, Rodrigue apparaissait au café. Parfois, il parlait brièvement, parfois il se contentait de se regarder. Mais il était toujours là, une présence constante, une promesse silencieuse qu'il n'abandonnerait pas.
Marine parla à sa mère de tout. Madame Célia, chaque jour un peu plus forte grâce au traitement que l'argent de Rodrigue avait permis, écouta tout et lui donna le seul conseil qui importait. Ma fille, pardonner ne signifie pas oublier. Cela signifie donner une nouvelle chance malgré le souvenir. La question est, ton cœur le veut-il encore? Parce que si c'est le cas, alors cela vaut la peine d'essayer. La vie est trop courte pour gâcher un amour véritable à cause d'un orgueil blessé. Mais, et s'il me blesse à nouveau? Demanda Marine, la voix menue comme celle d'une enfant. Alors tu te relèveras à nouveau, dit Madame Célia en serrant la main de sa fille. Comme tu l'as toujours fait. Mais au moins tu ne passeras pas le reste de ta vie à te demander « et si ?» Et cela, ma chérie, vaut plus que n'importe quelle garantie. Ce fut un vendredi, exactement 1 mois après que Rodrigue eut commencé à fréquenter le café quotidiennement, que Marine prit enfin sa décision. C'était la fin de l'après-midi, le soleil commençant à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose. Le café était presque vide, seul Rodrigue à sa table habituelle. Marine termina de nettoyer le comptoir, retira son tablier et s'approcha de lui. Elle s'assit sur la chaise en face, les mains entrelacées sur la table. « Je vais te donner une chance, » dit-elle, et elle vit ses yeux s'illuminer. « Mais il y a des conditions. »« N'importe lesquelles, » dit-il immédiatement. « Doucement, commença-t-elle. « Allons-y doucement. Je ne veux pas retourner au manoir, du moins pas maintenant. Je ne veux pas encore rencontrer ton cercle social. Je veux que nous soyons juste nous, sans pression extérieure, sans attente de personne d'autre que nous deux. » « D'accord, » Rodrigue acquiesça. « Et tu as besoin de faire une thérapie, » poursuivit Marine. Et il cligna des yeux, surpris. « Rodrigue, tu as des traumatismes que tu dois travailler. Et je ne peux pas être ta thérapeute. Je ne peux pas être responsable de guérir tes blessures du passé. Tu dois faire ce travail seul. »« Tu as raison, » admit-il. « J'ai déjà pris rendez-vous, en fait. Je commence la semaine prochaine. » Marine sourit légèrement. « Bien. Et enfin, si tu doutes encore de moi, si tu laisses le passé contaminer à nouveau le présent, c'est fini. Il n'y aura pas de 3e chance, c'est clair ? » « Clairement clair, » dit Rodrigue, tendant la main sur la table. Marine regarda. Sa main hésita un instant, puis posa la sienne dessus. Le contact fut comme une décharge électrique, familier et nouveau à la fois. « Alors, on va essayer à nouveau, » dit-elle. « Doucement, » promit-il, en entrelaçant ses doigts dans les siens. « Doucement, » acquiesça-t-elle. Et ainsi, sous le ciel peint des couleurs du crépuscule parisien, avec le bruit de la ville comme bande sonore, Marine et Rodrigue recommencèrent. Non pas à zéro, car les cicatrices étaient toujours là, les souvenirs de la douleur encore frais, mais avec quelque chose qu'ils n'avaient pas auparavant, la conscience qu'un amour véritable n'est pas parfait, n'est pas facile, et ne vient certainement pas avec des garanties. Mais quand il est réel, quand il est authentique, il vaut chaque risque, chaque larme, chaque moment d'incertitude. Parce qu'au final, aimer est toujours un acte de courage. Et Marine comme Rodrigue, chacun à sa manière, étaient bien plus courageux qu'ils ne l'imaginaient.